Content de vous retrouver, toutes et tous, c'est super. Ce soir, on est, entre nous, hein, ça a l'air d'être un live assez tranquille, on est une grosse dizaine, mais j'espère que plus de gens vont arriver. Mais c'est peut-être parce que j'ai pas refait, de messages en fin de soirée là sur nos Twitter et tout. Tiens, je vais faire ça, je vais Alors, rappeler, aux gens que nous avons, commencé. alors un instant, est-ce Hem, que vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous entendez ma voix? Est-ce qu'elle ouais. passe Ouais, correctement? Non, parce que le chat n'entendait super. pas, c'était mal configuré. Super, Ah. parfait, merci. Excellent. Alors, ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va parler de Brandon Sanderson. Brandon Sanderson et Brandon Sanderson, mais comme il y a plein de choses à dire sur Brandon Sanderson, du coup, on peut y passer la soirée. Hem et donc, l'idée, c'est qu'on avait déjà fait un live sur Brandon Sanderson il y a quelques oui, c'est lui, c'est ce monsieur-là. On avait fait ça il y a 2 ans de ça maintenant. Sauf que 2 ans pour Brandon Sanderson, c'est beaucoup. Par exemple, c'est 40 livres sortis, heu, 12 Kickstarter lancés, enfin bref. Non, il a quand même trouvé le moyen en 2 ans de faire, oh, je suis très gros. Oh, oh, je Oui, suis énorme sur l'écran. je fais un petit réglage parce que tu es beaucoup, ta webcam est mal faite, du coup je te règle bien en direct, hein. Voilà, Excellent. C'est bien comme ça, tout le monde voit le bazar qu'il y a chez moi. voilà, en grand. Hop, c'est bon. Voilà. Non, mais oui, parfait, merci. Ça m'a perturbé. Donc oui, qu'est-ce que je disais? Ah oui, voilà, en 2 ans, il a quand même, fait un énorme Kickstarter qui est le plus gros Kickstarter, jamais créé, mis à part celui de Star Citizen. Donc c'est quand même pas mal. Il a sorti, 4, 5, 6 livres, je ne les ai pas comptés. Bref, mais il y a des experts ici qui les ont sûrement comptés. En fait, il a fait plein de choses. Et puis on a beaucoup de questions, qui reviennent régulièrement, du style: «Mais par où on commence pour entrer dans le cosmère?» parce que ça commence à devenir quand même tellement énorme que les gens sont perdus. Enfin bref. Donc on va essayer de répondre à tout ça. D'abord en faisant un petit tour de table, en faisant un retour sur, le Cosmere, qu'est-ce que c'est? En faisant un retour sur cette année Sanderson qu'on vient de vivre, en faisant un petit passage par le Cytoverse aussi qui est un peu, une sorte d'univers parallèle, enfin un deuxième univers de Sanderson, vous me direz si je me trompe, mesdames et messieurs les experts. Et puis, on essaiera de voir qu'est-ce qu'il y a, de prévu par la suite, de l'année 2024 et vers l'infini et au-delà. Et puis on vous mettra des mèmes rigolos parce qu'il faut mettre des mèmes rigolos, c'est bien de mettre des mèmes rigolos. Hem et donc on peut peut-être commencer par ce tour de table du coup, je propose que, on fasse dans l'ordre, tout en haut Camille, puis Gancho, Valère, Lipifera et cetera. Donc Camille, je t'en prie. très bien. Bon, bah, bonsoir à tous. Pour ma part, j'ai lu la quasi-totalité du Cosmere. Donc, Bravo. merci, ça fait beaucoup. Voilà, ces 2 dernières années, et franchement, c'est quelque chose de passionnant. C'est un gros univers et qui mérite quand même plusieurs lectures pour pouvoir réussir à tout capter. Donc voilà, je suis contente de participer à ce live avec vous. Super, on est super content de t'avoir. C'est le premier live que tu fais avec nous, je me trompe pas? Oui, c'est ça. Eh ben, bienvenue. Oui, Merci. on va passer la parole à Gancho. Présente-toi Gancho, je dirais un Oui, mot après. bonjour. Du coup, c'est mon premier live à moi aussi. Et pareil, j'ai lu à peu près tout ce qui se fait de Brandon Sanderson en français, en tout cas. Et du coup, je m'occupe d'un site web sur Brandon Sanderson, le Cosmere et ses autres œuvres. Et Alors, voilà, me voici. on va donner l'adresse de ce site parce que, disons-le tout de suite, c'est le meilleur site francophone sur le Cosmere. Alors je vous le mets dans le chat. C'est vraiment hyper bien fait. On est quelques, amateurs de Sanderson ici à avoir repéré ce site il y a quelques mois. On l'a vu un peu, grossir, grandir. On se dit: «Mais qui est derrière ça?» On se demandait bien. Et donc le voilà avec nous ce soir, Le voilà. Gancho a fait notamment des superbes, infographies qui permettent, de se situer dans le Cosmere, de savoir par où, entrer, de savoir
sur quelle timeline tout ça se situe. Donc vraiment très très utile. Exactement. Voilà. Par exemple, ce type d'infographie, il y en a plusieurs hein, que vous pouvez aller voir. Donc c'est vraiment un super boulot. Et donc ce live est aussi pour nous l'occasion de populariser cosmer.fr parce que vraiment c'est un Merci super beaucoup. taf. Voilà. Ben non, mais c'est mérité. Et donc on a ce soir un expert. Du Cosmer, un grand expert du Cosmer avec nous. Puis on en a un deuxième, parce que je crois que Valère est quand même aussi pas mal un expert du Cosmer. Je t'en prie, Valère. On ne On ne t'entend t'entend pas, pas. Valère. Valère il n'a plus de son. Ah. Alors, ça va pas être pratique pour se présenter. Bon, on va passer peut-être du coup à... Ouais, Lipifera, tu peux te présenter, puis on revient à Valère dès qu'il a du son. Ça marche. Alors, je suis Anaïs. Du coup, moi, je suis sur la pierre de tir depuis un petit moment, même si je participe pas souvent. D'ailleurs, c'est la première fois que je participe à un live. Du coup, sur le Cosmer, j'ai pas tout lu, presque. Il me manque la deuxième ère du Fils des Brumes et l'Ensoleillé. Et les nouvelles liées à Rochard. Mais comme c'est assez complexe, je pense qu'on va en parler. Je pense relire Rochard quand j'aurai tout relu, quand j'aurai bientôt fini. Donc voilà. Je suis contente d'être là aussi avec vous ce soir. Bah, c'est top, bienvenue avec nous. Je vois que Valère a quitté, j'espère que c'est pour mieux revenir. Je te rassure, tu n'es pas la seule à avoir tout lu du Cosmer, je suis probablement celui qui a le moins lu du Cosmer. Mais j'ai bien appris à parler de choses que je ne connais pas, donc c'est pour ça que je suis là ce soir. Non, c'est pas vrai, j'ai quand même un peu lu le Cosmer, mais je suis surtout là, je pense, pour vous donner la parole ce soir et parler peut-être un peu moins que d'habitude, j'espère. Cédric, à ton tour. Oui, je crois que Valère est revenu entre deux. Ah, excellent. Oui, on voit le corps. On t'entend respirer. Ouais, alors j'ai soit le son, soit l'image, c'est un peu embêtant. Ah oui. Donc j'essaie de faire revenir la vidéo maintenant. D'accord, on va te laisser bidouiller pendant ce temps-là. Du coup, rapidement, mon parcours Cosmer, même si j'étais là au premier live du coup qu'on avait fait sur Sanderson, mais moi j'ai commencé à lire Sanderson grâce à La Roue du Temps, puisque j'ai lu la fin qu'il a écrite, hein, tout ça. Et donc je me suis intéressé à ce qu'il faisait d'autre depuis lors, et donc du coup j'ai lu il y a plus de 10 ans maintenant Fils des Brumes. Donc j'ai vraiment découvert son œuvre avec ça. Et après, au fil du temps, je me suis intéressé à ce qu'il avait fait d'autre. Donc du coup, j'ai laissé beaucoup d'années passer. J'ai commencé à lire Rochard récemment, que je voyais traîner depuis longtemps. J'ai commencé à lire La Voix des Rois et j'ai halluciné de la qualité de cette œuvre. Et donc à partir de là, je commence à tout lire. Donc là, ouais, j'ai Warbreaker, Elantris, tout ça. Je suis en train de lire la Stress, Yumi. Voilà, puis je rattrape au fur et à mesure, mais vraiment pour moi, Rochard, c'est vraiment ce qu'il a fait de mieux, donc j'attends la suite. Top. Valère, est-ce que tu peux nous parler maintenant? Alors, effectivement, il n'y a pas le son quand il y a l'image. Oui. C'est pas grave, on préfère avoir l'image, le son que l'image, pardon. On va avoir le son que l'image. La technique Valère, ouais. Non, Valère, on t'entend plus du tout. Le temps que Valère nous revienne, je vais faire une précision sur les spoilers. On va essayer de faire l'essentiel de notre live sans spoiler. Ça peut être parfois un peu difficile, ça dépend de quand on va parler. Mais donc, si d'aventure il y a un spoiler qui s'en vient, on mettra un énorme spoiler en gros, en rouge, et on vous laissera quelques secondes si vous voulez pas savoir pour vous déconnecter. Mais tant qu'il n'y a pas ce signe-là, il n'y a aucun risque de spoiler, et on va essayer, au moins pendant toute la première partie du live, de ne pas en faire. Et de présenter l'esprit du Cosmer sans faire de spoiler sur la trame des principales grandes histoires. Voilà. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, on t'entend, Valère, on t'entend. Bon, on va rester comme ça. Tu peux te présenter. Allez, donc moi c'est Valère. En fait, moi pour ma part, je suis tombé dans Brandon Sanderson via la fin de La Roue du Temps, en fait. Hein. Donc en 2011, ayant déjà lu un ou deux bouquins de la fin de La Roue du Temps par Sanderson, j'achète Mistborn en anglais et La Voix des Rois, carrément. On commence fort. Et puis donc j'ai un peu du mal à lâcher depuis. Je suis
attraper, accrocher, hameçonner, et voilà. À fond. Super, parfait. Moi, je témoigne que en lisant Valère régulièrement sur le Discord de la Pierre de Tir, qu'il a une connaissance du Cosmère assez encyclopédique. Voilà, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, c'est un peu grâce à lui, moi, que j'ai un peu compris ce que c'était que le Cosmère. Je ne sais pas qui veut se coller à expliquer en quelques phrases ce qu'est le Cosmère, qu'est-ce qu'il y a dedans, qui se sent de faire ça. Ah ouais, je pense que c'est Gancho le plus adapté pour faire ça. J'allais passer la main à Valère, mais on peut le faire à deux aussi. Hein. Du coup, qu'est-ce que c'est le Cosmère? Du coup, c'est un univers fictif inventé par Brandon Sanderson, dans lequel il place pas tous ses romans, mais une bonne partie. Et du coup, dans ce Cosmère, il y a plein de planètes avec plein de peuples qui ont des us et coutumes différents, des systèmes de magie différents, puisque c'est un des aspects que développe beaucoup Sanderson. Et du coup, les différentes séries, que ce soit Fils des Brumes, Les Archives de Rochard, donnent des points de vue de ce Cosmère. Et, d'abord de manière un petit peu séparée, et plus le temps passe, plus on voit qu'il y a des liens entre les différentes planètes, entre les différentes histoires. Et voilà. C'est Valère, hein. un excellent résumé. En fait, le Cosmère, ça se passe dans une galaxie naine, en fait, où il y a différentes planètes. Et au début, il y avait sur chaque planète, il y a une série sur chaque planète. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte que, tiens, il y a un personnage, mais qu'on voit sur une planète dans un des bouquins, il ressemble à un autre, il est décrit tel un autre personnage dans un autre livre. Et ce sont les fans comme ça qui se sont rendus compte, à l'usage, à la lecture, que tout ça, en fait, c'était un même univers. C'est-à-dire que les premiers bouquins qui sont sortis, c'était Elantris, c'était Mistborn, peut-être un petit peu après Warbreaker. Et là, on se rend compte que, en fait, tout ça, il y a des points communs. Il y a des points communs sur les systèmes de magie, il y a des points communs sur les personnages, et donc on a des personnages qui se baladent d'une planète à planète, et on découvre peu à peu quelles sont leurs intentions. Ouais, Sanderson n'a pas déclaré de but en blanc que c'était dans un même univers. En fait, c'est au fur et à mesure les gens qui ont découvert des liens entre les... Et ça fait partie de ce qui est vraiment intéressant avec cet auteur, c'est qu'il laisse les gens... Il considère que ses lecteurs sont intelligents et ne va pas tout expliquer dans ses livres. Il va laisser les gens coller les bouts ensemble, sachant que il n'est pas comme certains auteurs ou réalisateurs font. Il met des trucs au hasard pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Il a un plan bien précis de son côté, et il avance, du coup, livre par livre, œuvre par œuvre, univers par univers, vers quelque chose, et il laisse les gens combler les trous, et souvent, ces trous sont déjà prévus par l'auteur, en fait, et il y a une logique qui se décrit, et c'est assez incroyable. Et il y a une question de Marco qui dit: est-ce que vous préférez l'univers du Cosmère ou l'univers de la Roue du Temps? C'est difficile. Question qui C'est fâche piège. tout de suite. On ne répondra pas. Si, moi je veux bien y répondre. Non, mais bon, d'accord, ok, j'aurais pas dû dire ça Vas-y, parce que vas-y. tu allais y répondre d'ailleurs. Non, vas-y, t'es coincé. En fait, je trouve que ce qui fait la marque de Sanderson, c'est un world building assez extraordinaire. C'est pour moi la principale qualité de son œuvre. C'est hyper bien construit, hyper bien pensé, hyper cohérent. Mais du coup, je trouve que du point de vue de l'écriture, c'est presque un peu mécanique en fait. Surtout peut-être dans ses premiers livres. Par exemple, sur Rochard, je trouve qu'on voit une évolution. Les premiers tomes sont un peu mécaniques comme ça c'est presque trop carré, presque scolaire. Et je trouve que arrivé à Rythme de guerre, quand même, on est dans quelque chose qui est peut-être plus facile à lire, plus rond d'un point de vue littéraire. Je sais pas si je suis clair, mais c'est ce que je ressens. Et donc, bon. Moi, j'ai commencé à lire La Roue du Temps à la fin des années 90 et je suis en train de découvrir le Cosmère. Donc, je pense que j'ai un amour pour La Roue du Temps qui est pas hyper rationnel. Alors, c'est une question qui est difficile pour moi. Est-ce que tu préfères La Roue du Temps, le Cosmère? Enfin non, elle est pas difficile en fait. Je dirais La Roue du Temps, mais est-ce que c'est vraiment
rationnel, peut-être pas vraiment. Je trouve que le Cosmer, c'est vraiment hyper sympa de rentrer dedans. C'est passionnant. Je dirais quand même, et ça c'est un autre ressenti personnel, que Sanderson a tendance à faire des premiers tomes dans lesquels il est parfois difficile de rentrer, et ça prend de l'ampleur après. À partir des tomes 2, j'ai ressenti ça à la fois pour Mistborn et à la fois pour Rochard. J'ai pas lu Elantris, enfin je le fasse d'ailleurs. J'ai lu Warbreaker que j'ai beaucoup aimé, mais comme c'est un roman isolé, du coup il a peut-être rentré tout de suite un peu plus dans le vif du sujet. Ce que je trouve aussi extraordinaire chez Sanderson, et vous me pardonnerez de tout mélanger, sa grande force, mais ça va avec le world building, c'est la qualité de ses systèmes de magie. C'est vraiment... d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Harriet McDougall, la femme et l'éditrice de Robert Jordan, a choisi Sanderson pour être le continuateur de Robert Jordan sur La Roue du Temps. C'est probablement parce que le système de magie de La Roue du Temps était tellement carré, tellement complexe, tellement précis, qu'en fait, ce qui ressemblait le plus à ça, c'était probablement les systèmes de magie de Brandon Sanderson dans le Cosmer. Dont il s'est inspiré de Jordan pour ça à la base. Parce qu'il a grandi en lisant du Jordan, justement. Je crois qu'il l'avait déjà dit. Enfin, oui, il l'avait déjà dit. Hein, non, ça, Et alors, j'en profite, je t'ai interrompu, comme ça je peux prendre la main. Pour aussi parler de cette question de ce qui est préféré ou pas, c'est difficile à répondre. Parce que pour moi, il y a 3 auteurs qui ont des univers aussi poussés sur la durée, avec beaucoup de tomes et tout. Alors, j'ai pas encore lu Malazan, attention, donc il faudrait que je lise ça. J'ai commencé, c'était difficile à lire. Je réserve mon jugement pour celui-là plus tard. C'est Jordan, parce que 14 tomes de quasiment 1000 pages chacun, sur un univers, un début, une fin, ultra poussé. Bon, voilà, hein, on est là, on est la pierre de tir, on est fan, évidemment. Sanderson, qui fait des œuvres beaucoup plus courtes que Jordan, puisque Jordan il a une œuvre géante, mais avec un world building ultra poussé, interœuvre, dont on rêvait quand on était gosse, c'était d'avoir un auteur qui soit capable de faire ça. Rien à voir avec de la fantasy, mais One Piece, hein, dont je parle souvent dans le Discord, avec Eiichiro Oda qui écrit ce manga. Ça fait plus de 25 ans qu'il l'écrit. Un univers encore plus long, encore plus poussé que ce que fait Sanderson. Sanderson n'écrit pas depuis assez longtemps encore pour atteindre ce niveau pour moi. Et avec un auteur qui, pareil, a un univers ultra complexe, ultra détaillé et tout, et qui n'oublie rien, qui n'oublie pas les détails, qui va quelque part. Et Sanderson, j'adore ce qu'il fait parce qu'il a cette capacité à avoir un world building ultra complet et ultra poussé, presque mathématique dans sa rigueur, justement, comme je disais, des systèmes de magie, mais aussi une qualité de l'écriture des personnages qui sont intéressants et qui évoluent. Ce qui n'est pas toujours le cas. Souvent, les personnages dans les romans de fantasy, c'est un trait de caractère, c'est un personnage, point barre. On est beaucoup plus travaillé dans l'œuvre de Sanderson là-dessus. Et sa propension à écrire des scènes épiques. Et il avait déjà expliqué en interview que souvent, il avait des scènes bien épiques en tête et qu'il allait vers ça quand il écrivait ses romans. Et ça se ressent vachement. Du coup, ça fait 3 trucs que j'aime beaucoup chez lui qui font que ses œuvres sont très faciles à lire. Et on peut reprocher un petit côté formulaïque. Ça existe, formulaïque, on sait ? Je ne crois pas, mais on comprend bien ce que ça veut dire. Un petit côté très... voilà, il suit une formule qui fonctionne pour écrire ses romans, qui reprend régulièrement. C'est vrai, parce que c'est un peu une machine là. Mais malgré ce défaut-là, je trouve que les qualités vraiment dépassent à vous. Moi, je viens dire un truc. Vas-y, faut prendre la parole. Hein. Faut pas hésiter, faut interrompre, faut prendre la parole. Moi, je pense que entre Jordan et Sanderson, c'est assez peu comparable. Dans le sens où effectivement La Roue du Temps c'est une seule grosse œuvre, alors que Sanderson on peut lire ses œuvres sans avoir de gros engagements déjà, parce que quand on commence La Roue du Temps, moi j'ai pas encore fini, hein, mais quand on commence La Roue du Temps on s'engage sur 14 tomes de 1000 pages et c'est très très long, alors que sur Sanderson on peut lire les séries petit à petit à notre rythme. Après, moi, je trouve que le Cosmer a un côté secret qui donne la chose très obsessionnelle, en tout cas chez moi. Et du coup, ça donne très envie de tout lire et de tout comprendre. Quand on aime un peu les récits à secret comme ça, c'est du pain béni, je trouve. Alors que là, à La Roue du Temps, on est plus sur un truc très épique.
En fait, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu viens de dire. À une exception près, je trouve quand même que Rochard, ça commence à prendre l'ampleur de la roue du temps. Ça devient gros. Oui, c'est le boss de fin. Ouais, c'est ça. Il le dit lui-même que c'est son œuvre. Donc, Il avait dit que c'est son magnum opus, on dit, son chef-d'œuvre, son œuvre principale sur laquelle il va écrire sur le long terme. Je rappelle quand même que Brandon Sanderson, il a 47 ans. Hein. Il est né en 75. Donc il est jeune en fait. Ah bah oui. Donc, il peut vraiment continuer à écrire longtemps et beaucoup. On a bon espoir qu'il finisse Rochard et qu'il écrive plein d'autres choses. Ouais. Alors, je t'interromps encore une fois. Déjà, dites-moi si le son est plus fort maintenant, parce que je l'ai augmenté. Et je réponds à une question du chat tout à l'heure qui était est-ce que du coup le Cytoverse peut être dans le Cosmer? Et la réponse est non. Non. Et vous... Non. Ouais. Non. Non. Là, il y a une méthode très simple pour savoir si une œuvre de Sanderson est dans le Cosmer. C'est si on cite la Terre ou si ça se passe sur la Terre. Pas la Terre, ouais. Alors en plus j'ai répondu, j'ai dit Cytoverse, ça veut rien dire pour les gens qui lisent pas. C'est toutes ces œuvres sur Skyward, Astrovise, tous ces romans de science-fiction, c'est le Cytoverse, et donc c'est un autre univers que le Cosmer. Voilà, donc les romans comme The Rhythmatist ou les nouvelles Légion et tout, ça se passe sur la Terre, et donc c'est hors Cosmer. Alors on peut peut-être du coup, puisqu'on y est, parler un tout petit peu du Cytoverse. C'est vraiment plus de la SF que de la fantasy, c'est ça? Complètement. Oui, c'est plutôt orienté young adulte du coup. Space Opera. Alors ça, c'est une petite nouvelle qui est sortie il n'y a pas longtemps du tout. Paradis à défendre. Je mets les images que j'ai. C'est de la fantasy. Alors, si j'ai bien compris les petites discussions qu'on a eues sur le Discord à ce sujet, il faut pas s'attendre à de la fantasy hyper complexe du style Fondation ou alors Space Opera comme The Expanse. C'est un peu plus young adult, tu disais, Gancho, c'est ça? Ouais, après, ça lui enlève pas les qualités, quoi, mais l'envergure n'est peut-être pas la même, effectivement, que ce genre d'œuvre-là. De ce que j'avais lu vite fait, c'était quand même assez cosmique et tout, et pas juste Space Opera simple, il y a quand même des choses un peu plus moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à les lire, il n'y a pas de souci, mais du coup, tu cites du Asimov, tout ça, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'il vient de sortir le 4e livre de cette série, qui est Défiante, qui est affiché là. Ouais. Et en fait, après, il passe la main à une autre autrice qui a déjà commencé à écrire 3 nouvelles qui sont affichées là au milieu. L'émission stellaire, en français, c'est un livre qui regroupe 3 nouvelles. Et donc, pour le coup, il laisse un peu vivre son œuvre au-delà et ça lui permet de se concentrer sur le Cosmer et on est bien content. Ça me permet de poser une question. Camille, t'hésites pas à couper la parole aussi, faut y aller. Hein. Oui. Ça me permet de poser une question. Alors, j'ai bien compris que Sanderson, maintenant, je joue un peu l'ingénu, mais vous en savez sûrement plus que moi. Sanderson, maintenant, c'est une entreprise en réalité. C'est-à-dire, il n'est pas tout seul. Il y a plein de gens autour de lui. Est-ce que quelqu'un sait combien de personnes ils sont, comment ça se passe 14, non? Quelque chose comme ça. Alors, je pense qu'ils ont grossi pour... Il y a plusieurs années, mais... Ouais. Bon, ils sont au moins 30, je pense. Ah, quand même. Je pense qu'en comptant la partie logistique, ils sont carrément 60. Ouais. Et donc, il y a peut-être 30 personnes qui s'occupent d'expédier toutes les box qu'il y a eu cette année, les projets secrets, etc. Donc, il y a eu... Je ne sais pas s'ils vont rester à ce niveau-là, mais en tout cas, c'est vraiment une grosse entreprise. Ouais, c'est vraiment énorme. Et donc, en fait, Brandon, lui, il écrit le cœur des bouquins, par exemple dans le Cosmer, mais par exemple, quand il y a des illustrations, c'est pas lui, il y a des gens de son équipe qui travaillent avec lui pour vérifier la cohérence, illustrer, etc. Effectivement. Non, mais ouais, enfin... Il a un département artistique. Il a utilisé, donc il a un département artistique qui s'occupe de regrouper de trouver les artistes pour illustrer les œuvres, en fait. Oui, donc c'est ça, c'est pas lui qui dessine. Non, pas du tout. Après, il y a un de ces artistes qui est devenu son directeur artistique, plus ou moins, qui est Isaac Stewart. D'accord. Lippi Ferrat a dit quelque chose? Je disais, une fois, j'ai assisté à une rencontre quand Justicière est sorti dans une librairie à Paris. Et en fait, je me souviens très bien qu'il avait dit qu'il y avait une personne qui était dédiée à faire les petites illustrations de début de chaque livre, qu'il y a dans tous les livres, quasiment. Mais on est d'accord qu'on a une photo de cette rencontre avec Brandon.
Non, c'est pas celle à la librairie Dimension Fantastique. Oui, celle-ci, je me souviens. Ah, celle-là. Non, c'est plus tard. C'était plusieurs années plus tard et c'était Mairie de Saint-Ouen, je crois, une très grande librairie. Je me souviens plus très bien. Oui, parce que c'est vrai, je l'ai pas dit, mais avec Lippi Fira, on a rencontré Brandon. Ah, je peux te retrouver la photo peut-être. Ah oui, j'ai bien la Ouais, photo. tu dois l'avoir Ouais. quelque part. On avait fait une petite vidéo d'ailleurs, parce qu'on en avait profité pour l'interroger sur la série de La Roue du Temps. Et il nous avait répondu de manière assez sympathique, mais il y avait tellement de monde que bon, il fallait aller vite. Hein. Mais c'était à la Dimension Fantastique, je me rappelle. Ouais. Exactement. Je crois que je l'ai sur mon Facebook DS, cette photo, quelque part par là. Ouais. Bref, Ouais, on la retrouvera. trouvé. Oui, donc c'est vraiment une entreprise Sanderson et qui effectivement a grossi avec tout ce qui s'est passé autour de ce Kickstarter dont j'ai parlé tout à l'heure. Valère, tu nous avais fait un article là-dessus, peut-être que tu peux en parler et combien il a levé. C'est fou, quoi. Ah ben, ça a été une réussite extraordinaire puisque l'objectif du Kickstarter a été atteint en quelques minutes à peine et il a été dépassé. Donc il a eu 43 millions de précommandes en fait. 43 millions, quoi. Enfin, c'est Ouais, du délire pour de la c'est énorme. fantaisie. Mais après, il a 60 personnes il s'occupe de 60 personnes, quoi. Donc c'est les 43 millions, ils vont pas tous dans sa poche, en fait. C'est-à-dire qu'il fait tourner une entreprise avec cet argent-là. Et donc, la promesse, c'était de sortir 4 bouquins en un an, qu'il avait écrit pendant le Covid, où il était obligé de rester chez lui, et donc il pouvait plus... il perdait plus de temps dans les avions, aller assister à des conférences, à faire des rencontres avec les gens d'Hollywood, etc., etc. Donc, il a écrit en secret 5 romans et il a décidé d'en publier 4 sous forme de Kickstarter. On les voit à l'écran. Et donc, cette année, c'était l'année de Sanderson. On avait, à chaque trimestre, on avait un nouveau bouquin qui sortait. Et ce qu'on peut dire, c'est que les 43 millions n'ont pas échappé aux éditeurs français, puisque le livre de poche, qui est l'éditeur français de Sanderson, a carrément acheté les droits à l'aveugle sans rien savoir des livres. Et donc, il a publié avec 2 éditions à chaque fois. Donc, 11 jours après la sortie américaine des bouquins, 11 jours après l'expédition des bouquins en PDF dans les boîtes aux mails des gens qui avaient payé. Et on récupérait, on pouvait acheter l'édition française. Donc là, on voit les éditions collector. Et il y avait aussi une édition un petit peu moins chère qui existait. Oui, comme ça. Ils sont quand même magnifiques. Hein. Ouais, ils ont Il y a une collector, question de c'est Sophie. fantastique. Je crois. Il y a une question de Sophie. Est-ce que c'est des romans plutôt SF ou fantasy, du coup, ceux-là ? On peut dire que le deuxième, c'est un roman qui est hors Cosmer. C'est un roman qui est plutôt SF, en fait. Mais un petit peu à la limite. Un petit peu entre les deux, quelque part. Et les autres sont fantasy, ouais. Alors, l'ensoleillé, un petit peu à cheval sur de la SF quand même, malgré tout. Mais... Un petit peu, c'est l'ensoleillé. Dans le timeline du Cosmer, c'est un bouquin qui se passe dans le futur, ouais. qui se passe dans le futur, qui se passe à la fin de l'histoire. Et on parle de technologie comme les ordinateurs, etc. Ah oui, donc le Cosmer s'étend jusque-là, ouais, d'accord, ok. Voilà. On accompagne l'évolution technologique de toutes ces... de tous les habitants du Cosmer, en fait. C'est ça. Et en particulier, il y a l'univers de Mistborn, qui est censé se passer en 4 étapes. Donc il y a eu 2 étapes qui sont finies. C'est une étape un petit peu révolution industrielle. Attendez, un peu avant la révolution industrielle, un peu comme la roue du temps, en fait. Ouais. Il y a une étape qui se passe en, disons, 1880, c'est les cow-boys, c'est l'arrivée de la vapeur. Et il prévoit une étape qui serait les années 80, New York, années 80. Ça, c'est... Ouais, je vais sortir les images parce qu'il faut voir la différence quand on lit Fils des Brumes. On n'est pas du tout dans le même truc. Donc là, je vais vous sortir 2 images. Donc là, et la dernière ère, ça serait science-fiction, carrément. Ouais. Et ça, c'est... Donc il y aura de la science-fiction dans le Cosmer. Voilà. C'est-à-dire que, On le voit. Ouais. La science-fiction, c'est vachement abordé dans une des nouvelles, c'était Sixth of the Dust. Oui. Dedans, il parle de gens dans les étoiles.
Donc la première trilogie de Fils des Brumes, c'est vraiment c'est fantasy. Fantasy, comme tu disais, c'est au Complètement. même niveau que la Roue du Temps, etc. On finit cette première trilogie qui honnêtement peut s'arrêter là sans aucun problème. Et il écrit une seconde trilogie, et rien que la couverture, ça va vous donner une idée, on n'est plus du tout dans la même époque, effectivement. Et on se dit, mais attendez, est-ce qu'on est dans le même monde que celui qu'on vient de finir? Il y a des flingues, oui. tout ça. Ouais. Oui, il fait un saut de, je sais plus, 100 ans, 150 ans, admettons. 300 ans. 300 ans. ouais. 341 ou 42, Voilà. non, c'est ça, vous avez dit 340 C'est ça. ans, merci. J'ai vu vos Voilà. discussions. Un saut de 341 ans dans le futur, et il écrit la suite de son œuvre, donc avec d'autres personnes, d'autres générations, et on est dans un style vraiment, comme je disais, victorien, aucun rapport avec des flingues, des enquêteurs, du Sherlock Holmes un petit peu, c'est insensé. Moi, j'ai eu Ça, beaucoup c'est de mal à vrai. lire cette seconde trilogie parce que c'était tellement différent de la première que j'ai pas compris. Il m'a perdu l'auteur, pour être tout à fait honnête. Mais après, c'est assez rare quand même dans des auteurs de Ah, c'est- fantasy dont on suit c'est couillu, l'évolution. c'est couillu. J'ai pas beaucoup d'autres exemples en fantasy comme ça. Ouais. Non, souvent ça arrive, où, par exemple, même, admettons, on prend Fondation, on prend Asimov qui écrit une trilogie en 5 tomes, où entre chaque tome ou même entre chaque chapitre, il peut se passer 100 ans. Donc on avance dans le futur de plus en plus vite, mais on reste dans un environnement futuriste, donc on C'est ça. n'est pas étonné. Ce genre de choses, où carrément entre deux trilogies, c'est plus du tout le même style d'univers et du coup d'œuvre, de personnages, d'intrigue, c'est assez particulier, ouais. J'ai pas d'exemple qui me vient en tête là, comme ça en tout cas. Dans une moindre mesure, Terry Pratchett, où on voit en gros du début à la fin de son œuvre l'évolution vers la révolution industrielle, quoi, plus ou moins. Mais à part ça, Bah, effectivement, j'ai pas d'autre œuvre qui me vient comme ça où il y aurait une espèce d'évolution de l'univers d'un point de vue technologique. Donc oui, en tout cas, ouais, ce qu'on disait avec cette année de Sanderson qui vient de s'achever, c'est que j'ai jamais vu aucun auteur qui a fait ça. C'est-à-dire sortir 5 livres la même année, du même auteur. Hein. On sait que Sanderson, c'est une machine. C'est-à-dire qu'il écrit sans arrêt. Et il est capable de produire de la qualité en plus, constamment. Et ça passe par, si je m'abuse, une discipline de vie extrêmement poussée. Alors il y a quand même un truc qu'il avait dit. Quand tu regardes les vidéos de l'époque, les vidéos où il explique qu'il va lancer une année Sanderson, et où il délivre, en fait, celle où il dévoile qu'il a écrit 4 livres, il a dit qu'il avait écrit ces 4 livres parce que il était angoissé comme tout le monde pendant le Covid, et que sa manière de se désangoisser à lui, c'est d'écrire. Et donc du coup, il avait écrit énormément. Effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, Valère, il avait retrouvé du temps puisqu'il faisait moins de promotion. Et il a dit qu'il voulait garder d'ailleurs ce temps-là, qu'il voulait pas faire autant de promotion qu'il en avait fait avant, pour pouvoir garder du temps d'écriture dans sa vie. Donc voilà, c'était à la fois pour lui un enjeu psychologique et puis le fait de retrouver du temps. Allez, celui-là, il est trop drôle. Sauf que maintenant il est barbu. Bon, Il est barbu maintenant en Ouais, plus. ça Ça ne marche plus. Ah, Oui. On a plusieurs questions dans le chat. Ah oui, vas-y, tu peux nous les lire, Lippi, Fiara? Ouais. Alors il y a Aniel qui demande combien de temps se passe entre les premiers événements et les plus anciens dans le Cosmere. Je crois que c'est plusieurs milliers d'années. Hein. je crois qu'on a peut-être une petite timeline sous le Oui, coude. quelquefois. Oui, il y a une timeline. Alors laquelle? Parce que. Alors ça dépend si tu parles en termes d'histoire. Ah oui, je Ouais. l'ai, elle est là. Ouais, elle est en anglais, mais on va la être lisible Alors quand ça même. spoil un peu, mais ouais. Ah oui. Alors attends. En gros, t'as du 10-15 000 ans, plus ou moins. Yes. Oui, alors enlève là qu'on spoil pas trop. Il y en a une autre où on spoil pas. J'essaie de trouver quelque chose. En fait, ah oui, On avait si. mis 2 normalement. Il y a celle-là qui est un peu plus simple. Ah oui, juste pour Stormlight. Voilà. Ouais, voilà. mais ça regroupe pas beaucoup de. C'est pas la Stormlight, totale, c'est mais- Rochard. Hein, pour ceux qui parce qu'il y en a qui les ont en anglais, donc en français. Donc Stormlight Archive, c'est Rochard. Mistborn, c'est Fils des Brumes.
Mais oui, il y a une timeline, effectivement, il y a un ordre dans lequel... Il y a l'ordre d'écriture des romans, bien sûr, il n'écrit pas les romans dans l'ordre chronologique, il les écrit dans l'ordre qu'il décide, mais les romans se positionnent sur une ligne de temps, et donc du coup, ils sont tous dans un ordre. Des fois, ils se passent en même temps, des fois, il y a plusieurs centaines d'années entre différents romans, etc. Mais oui, il y a une timeline complète. Et on avance au fur et à mesure. Je crois que c'est tout ce qui est Fils des Brumes se passe plus tard que ce qu'on voit actuellement dans les archives de Rochard, par exemple. Alors, je crois que c'est l'R2 qui se passe en même temps que Stormlight, je crois. J'ai pas lu R2 de Mistborn, du coup, je peux pas confirmer. Mais ça, en fait, c'est les gens qui déterminent tout ça, en fait. Les gens étudient les romans, trouvent des indices, interviewent Sanderson, lui posent des questions. Il y a aussi, effectivement, bien affûtées. il y a des gens qui collectent tout ce que Sanderson répond, toutes les questions que les fans posent à Sanderson, elles sont collectées et centralisées sur le 17e Shard, le site web des anglophones, des fans anglophones. Et tout ça, ça sert à alimenter les wikis anglophones, quoi. Mais donc vous êtes... c'est-à-dire que Sanderson lui-même n'a jamais rien dit sur... la globalité du Cosmere, les liens entre les différents personnages, la timeline, etc. Tout ça, ça n'est que de la déduction et de l'exégèse. Non, Il y a des deux. Il y a des deux. il y a des deux. Ouais. Ok. En fait, il y a une grosse part de déduction en fouillant les bouquins, où ils laissent des indices traîner, etc. Et après, il y a beaucoup aussi d'interviews où les gens vont noter tout ce qu'il dit, parce que tout ce qu'il révèle en interview est canon. Donc lui-même, en fait, il fait toujours attention quand il répond à des questions en interview, de répondre en laissant des indices ou en disant non, je peux pas répondre parce que ça va trop spoiler, et quand il répond, c'est tout, on peut prendre en compte sa réponse dans la lore générale du Cosmere, en fait. Donc les gens notent absolument tout ce qu'il dit, Y compris, par exemple, dans des dédicaces. Ah, on a vu un chat. y compris dans les dédicaces. Ouais. Les gens lui demandent de signer un bouquin, et il pose une question et il écrit la réponse sur le bouquin. Et donc, on a des photos des réponses écrites de Brandon qui alimentent la connaissance collective des fans. Ouais. Ça, c'est assez impressionnant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs aussi qui poussent ça. En général, les auteurs vont répondre à des questions comme ça, mais on peut pas prendre au sérieux leurs réponses forcément, en fait. Tandis que lui, il joue de ça vraiment, et ça fait partie, on va dire, du jeu, d'écouter ce que dit l'auteur sur son œuvre. Après, c'est un bon exercice pour lui aussi, du coup. D'un point de vue cohérence. Alors, il y avait une autre question aussi par rapport à où est-ce qu'on peut commencer dans son œuvre, et justement, je crois que Gansho, il a fait une affiche qui permet... Non, pas celle-là. Celle-là. Une avec des losanges et jaune, et jaune, c'est par laquelle tu peux commencer. Ouais, Et certains recommandaient l'Antris. Ah oui. Après, moi celle-ci, personnellement... en Ouais, voilà, On celle-là. va faire un tour de table. Vas-y Camille, commence toi. Si tu as un conseil, n'hésite pas à le donner. Et pourquoi Personnellement, commencer une œuvre aussi grande comme ça par des petites histoires, enfin des petites nouvelles, moi, je sais pas, j'aime bien avoir une grande œuvre, une grosse œuvre, et commencer par Rochard, c'est ce que je conseillerais le plus. Mais bon, après, chacun ses goûts. Hein. Ça dépend à qui C'est tu bien, conseilles, chacun a son point de vue. Ouais. Voilà. Après, peut-être que justement, il y a quand même beaucoup de rêves dans Rochard. Du coup, on aurait peut-être besoin de lire certaines œuvres comme Taldin, enfin tout ce qui se passe sur Taldin, Naltis aussi. Enfin, ouais, du coup, peut-être qu'il faudrait commencer par les nouvelles. Au final, si on veut voir les petits crossovers. Mais après, ceci dit, Rochard, comme ça limite plusieurs lectures, on peut lire. Ouais, on peut peut-être commencer par Rochard, après relire les nouvelles et relire Rochard. Enfin, ouais. Je suis d'accord. Gansho, à toi, qu'est-ce que t'en dis? Gansho, selon toi, par quel roman commencer? Eh ben, en fait, ça va dépendre. Moi, je pense que pour quelqu'un qui est à peu près habitué à lire de la fantasy, je lui conseillerais sans doute l'Empire Ultime, voire La Voix des Rois, commencer. Et pour quelqu'un qui est peut-être un peu plus mitigé ou moins habitué à lire de la fantasy, peut-être plus des tomes uniques, genre Warbreaker, ou même dans les tresses, éventuellement. Ça peut être des bons points d'entrée. Hein. Ou même L'âme de l'Empereur aussi, c'est court. Et c'est quoi L'âme de l'Empereur? Ça s'inscrit où, ça? C'est une nouvelle qui est dans le même univers qu'Elantris, en fait. Ah oui, d'accord, ok. C'est dans celle en rouge dans l'image. Une nouvelle, c'est un mais roman court. Lire après. Ouais. Non, il n'y a pas d'ordre. Les deux sont références l'une à l'autre, mais de manière très succincte. Ah, on peut lire avec les mêmes personnages?
Non, Pas du tout. Ça se passe Pas pas du dans le tout. même continent, même pas, donc du coup c'est totalement Ah non, donc séparé. ça c'est le 3e tome qu'il comptait écrire, il me semble. Avec... Il y a bien 2 tomes d'Elantris, non? Ah Non, non, il y a qu'un non. tome. Non, c'est la En fait, nouvelle qui est dans le Crépuscule, là. 6e C'est ça. Crépuscule. Il y a une nouvelle avec les mêmes personnages qu'il faut lire après l'entrée. The Hope of Elantris, ouais, qui est pas traduit en français. Oh, Ok, le, ouais. le Ouais, c'est bazar pas de... très important, effectivement. le bazar. Non, non. Ouais, parce non, que alors là, Elantris, là, en fait, vous m'avez perdu. Ah, pardon. En fait, C'est facile d'être perdu. qu'à une époque, il y avait Elantris c'était séparé en 2 tomes à une époque, sa toute première publication en français, je crois. Et elle a été ensuite racolée en un seul tome, Elantris. C'est pour ça. C'est celle-là que j'ai, moi, dans ma bibliothèque, en 2 tomes. Ah ouais. Alors, Collector. Waouh, on veut la voir. avant de donner la parole à Valère, je vais répondre à Marco Distar qui Je dit reviens. qu'il est étonné, il pensait que 13 spoilait des choses dans le Cosmere. Alors, oui, mais non. Parce qu'en fait, il faut oublier cette culture du spoiler, en fait. C'est pas un spoiler si tu comprends pas de quoi ça parle. C'est-à-dire que du coup, Ça, tu découvres un univers, tu découvres un auteur et tu découvres sa première œuvre. Tu commences par Tress. Quelqu'un qui a déjà tout lu et qui lit Tress va trouver plein de références, plein de spoils et même presque des révélations sur des éléments dans le Cosmere en général. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas l'œuvre, lit Tress Passe à côté, ne ouais. passe totalement à côté. Ça n'impacte pas du tout ta lecture. Et plus tard, si tu relis Tress, tu découvriras ah oui, il y avait ça, c'est super. Mais c'est pas du tout important pour lire et pour découvrir. On peut pas commencer à lire un auteur comme celui-ci en se disant je veux tout comprendre à la première lecture. Parce que ça, c'est gâché en fait. Tu vas gâcher ta lecture si tu essaies de tout trouver et que tu veux rien rater. C'est comme lire un bouquin en anglais avec un dictionnaire à côté en lisant pour traduire chaque mot un par un. Tu vas éprouver aucun plaisir à lire, c'est pas intéressant. Donc il faut commencer par une des œuvres, qui il y en a plus abordables que d'autres, mais ça pose aucun souci qu'il y ait des spoilers dans l'œuvre parce que tu n'auras pas le contexte qui permettra de comprendre les spoilers en question. Voilà, donc je remets ce mème que j'aime beaucoup parce qu'il me fait rigoler. Ce mème sur les archives de Rochard, à droite, c'est que des spoilers, mais si vous n'avez pas lu les archives de Rochard, vous n'allez rien comprendre. Et c'est pas grave. Du coup, ça pose aucun souci. C'est des gros spoilers, mais c'est pas des spoilers non plus. Moi, je suis rentré dans le Cosmere par Mistborn, mais bon, j'étais déjà un gros lecteur de fantasy, et du coup, c'est passé crème, quoi, hein, sans aucun problème. Pour répondre à la question de Saskia, est-ce qu'on se fait déjà une bonne idée du style d'écriture de Sanderson dans le dernier tome de Wood ? Eh ben, je dirais que non. Je pense que dans La Roue du Temps, Sanderson a fait une œuvre de continuateur vraiment brillante, c'est-à-dire qu'il a repris le style de Jordan, en plus de reprendre tous les arcs scénaristiques. Du coup, on a vraiment l'impression qu'il y a une très fine rupture, ou même pas de rupture, entre le tome 11 et le tome 12 de La Roue du Temps. C'est vraiment brillant, et j'ai ressenti une écriture différente en rentrant dans le Cosmere. Oui, il a fait un vrai travail d'adaptation en fait. Il n'a pas écrit dans son style à lui pour la Roue du Temps. Et c'est super, hein, il a fait un très bon travail justement. C'est vrai que c'est très réussi la fin de La Roue du Temps grâce à lui. Une autre question de la part de Aniel. Est-ce qu'on gagne beaucoup à lire en VO par rapport aux traductions ? Une question qui me tient à cœur. Eh bien, on va dire non, parce que les traducteurs, Mélanie Fazi d'abord, et je récupère le nom du deuxième, Guyot, Sébastien Guillot, font du très très bon boulot. Déjà, les deux sont... on peut lire un traducteur et l'autre, il n'y a pas de problème, ils utilisent le même vocabulaire, c'est déjà... Ils travaillent en bonne entente, en fait. Et la qualité de l'œuvre, la traduction est très très bonne, avec énormément de termes créés par Sanderson qui sont traduits de manière remarquable. Il y a d'ailleurs même une étude d'Université du Canada qui s'appuie sur la traduction de Sanderson par Mélanie Fazi comme qui la cite en exemple, quoi, en fait. Et qui ça doit être une université tout un travail du Québec. scientifique, ouais, l'Université de Laval au Québec. Ah oui. Qui, en fait, un travail de recherche sur la traduction et qui s'appuie là-dessus. C'est très très bien traduit, c'est fidèle, et voilà, on ne peut qu'applaudir le travail des deux traducteurs. Merci Mélanie, merci Sébastien. Merci. C'est que ça leur donne du boulot, hein. Ah, il faut suivre, hein. Et d'ailleurs, avec Lenny Sanderson, ils s'y sont mis à deux, puisque
Mélanie était traductrice exclusive jusque-là, mais là, elle ne peut pas suivre. Hein. Et encore, il y a un tome de Fils des Brumes, deuxième R, qui est sorti en novembre 2022 et qui est toujours pas traduit en français. Mais je pense que c'est parce que les maisons d'édition craignent la saturation, quoi, en fait. Avec les 4 tomes de Secret Project qui sont sortis, c'est compliqué de sortir un tome de Mistborn au milieu, quoi. En fait, je suis pas bien certain que ce soit ce soit juste de craindre la saturation, parce que en fait, Sanderson a ramassé tellement d'argent avec ce Kickstarter, ça démontre qu'en fait les gens ils en veulent toujours plus, quoi. Il y a toujours des gens pour le lire, en fait, même s'il va vite. Oui, ça marche très très bien. Oui. C'est assez impressionnant parce que ça reste comme de la fantasy. C'est populaire, mais c'est pas non plus ce qui. Voilà. C'est étonnant qu'un auteur de fantasy marche autant et que ce soit le plus gros Kickstarter d'ailleurs. Alors, je ne sais pas si on a fini le tour sur par où rentrer dans le Cosmere. Moi, j'ai une question quand même à vous poser, à vous tous. Je trouve que le Cosmere, de ce que j'en ai lu pour l'instant, c'est hyper cinématographique. Tu le dis souvent, DS, que c'est épique, ça pourrait donner de très belles adaptations. Qu'en est-il et qu'est-ce qu'on sait à ce sujet le Cosmere à la télé, au cinéma, sur Netflix ou ailleurs, demain? Alors, il y a eu plusieurs projets cinéma, ça c'est sûr. Aucun qui a abouti, mais je crois que récemment il a dit que c'était à un cheveu, que ça s'était pas fait. Et on sait sur quoi c'était? C'était sur Mistborn, il me semble. Et c'est vrai que c'est peut-être la plus cinématographique, enfin une des plus cinématographiques à adapter. Vraiment. Il y a aucune news sur une adaptation récente. Non, il y a rien, toujours rien. Il en a parlé à la Dragon of Silcon encore, mais toujours pas. J'ai vu un entretien récemment qui expliquait où Brandon évoquait ses relations avec Hollywood. Et en fait, ce qui perturbe Hollywood, c'est que Brandon n'a pas besoin financièrement de vendre. Oui, donc vraiment, il est très attentif à ce qu'on lui propose. Il a très bien noté ce qui s'était passé avec La Roue du Temps et avec le squat ignoble de Red Eagle Entertainment qui a fait du très mauvais travail avec les droits de La Roue du Temps. Et donc, en fait, je pense qu'il exige d'avoir une part importante de la production de lui, le Final Cut ou quelque chose comme ça, quoi. Et c'est ça qui achoppe peut-être un petit peu avec Hollywood. Ouais, tout à fait, oui. Il faut vraiment comprendre que son Kickstarter a montré que Sanderson n'a pas besoin de maison d'édition. Il peut s'auto-éditer, il peut s'auto-financer. Et il joue pas avec les règles du jeu habituelles, en fait. Et du coup, tous ces contrats, toutes ces adaptations Netflix ou Hollywood ou machin, de dessins animés, de romans, sont souvent mauvaises. Majoritairement mauvaises, voire très mauvaises. Parce que les auteurs sont écartés rapidement du processus créatif. Et d'ailleurs, il y a eu une exception notoire récemment avec One Piece, hein, je le répète, qui a sorti une série télé live, donc pas du tout un dessin animé, et qui a très bien fonctionné pour Netflix. C'est une des plus grosses sorties justement de cette année, qui a explosé tous les records, on ne s'y attendait pas du tout. Et alors que c'est une adaptation d'un manga, et pourquoi ça a fonctionné ? À la grande surprise générale, parce que l'auteur était impliqué du début à la fin. Et qu'il avait droit de visionnage et droit d'édition de chaque seconde de la série. Et bien en fait, quand on laisse l'auteur travailler, et ben on a de la meilleure qualité. Mais ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui Hollywood n'est pas prêt à accepter et n'aime pas qu'on les empêche de faire ce qu'ils veulent avec une œuvre. Et Sanderson ne laissera rien passer. Donc du coup, tant qu'on ne lui proposera pas un contrat où il a le droit complet de créatif sur la production, il le refusera. Et donc du coup, pour l'instant, pour moi, ça avancera pas tant qu'il n'y aura pas ce projet-là, quoi.
il devrait quand même finir par l'obtenir, hein. Après avoir levé 40 millions d'euros, les gens doivent se dire, à Hollywood: «Ah bah, dis donc, il y a quand même une envie», donc a priori, il va peut-être finir par obtenir ce qu'il veut. Tu feras gaffe, Cédric, notre appel prendra fin dans 7 minutes. Ah, merci de me le noter. Oui. On va essayer de repasser sur Discord, du coup, peut-être. On a Ouais, quelques soucis c'est ça. techniques ce soir, on s'excuse. Hein. Petite pause, musique d'ascenseur, on repasse sur Discord. La fanbase de One Piece oui, la fanbase de One Piece est grande, mais pas du tout énorme. On parle de Netflix, on parle de l'entertainment. C'est pas du tout la même. C'est pas du tout le même public. Donc, du coup, c'est une surprise parce que les adaptations de séries télé, de mangas, de livres et tout, de jeux vidéo, c'est un échec constant. Il y a quasiment jamais rien qui est adapté correctement. Et regarde, le dernier, c'était The Witcher, qui a bien commencé, mais qui part en cacahuète. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des différences créatives entre l'acteur principal, qui veut que ça soit respectueux des livres, et puis les auteurs de la série, qui ont mis de côté l'auteur original, et qui veulent faire leur propre truc, et qui respectent pas l'œuvre originale. Et du coup, on a des saisons qui partent en cacahuète. Mais bon, vu les échecs récents et vu les échecs récents aussi de Marvel avec son MCU qui aussi ne marche de moins en moins bien, on peut espérer peut-être un retour à avoir des vrais auteurs qui prennent la main sur les scénarios. Ça serait bien d'arrêter d'utiliser des auteurs d'Hollywood qui savent pas faire et reprendre des vrais écrivains dans ces métiers. Oui, alors un écrivain, son métier, c'est pas d'écrire des séries, c'est d'écrire des livres. Hein. Enfin, moi, je trouve quand même que. Non, c'est sûr, mais il y a une mentalité aujourd'hui. On sort un peu du sujet, hein, mais il y a une mentalité aujourd'hui côté série télé, Hollywood, etc. de ne pas respecter l'original et de faire son propre chose, mais et tout en vraiment presque en rabaissant l'œuvre originale. En disant oui, bon, ça a fonctionné, c'est populaire, mais bon, c'est un peu de la merde, moi je vais faire mieux. Et ça marche pas de faire ça. Il y a quelques exceptions, je pense, quand même. Il y a toujours des exceptions. J'ai pas entendu de quoi tu parlais, Gancho. J'ai pas entendu de quoi tu parlais, tu disais il y a des exceptions. Moi, je pensais au dernier Dune, par exemple, qui me semblait quand même... Ah oui, celui de Villeneuve. Ouais. Ouais. On verra le deuxième volume. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que Sanderson a eu une expérience avec Hollywood. Il est associé à la production de La Roue du Temps. Et pas mal de vidéos ou d'extraits sonores où il disait « Je suis désolé, j'ai essayé, je les ai implorés de ne pas faire comme ça, de revoir leur idée. » Et je pense qu'il a beaucoup plus communiqué sur la première saison de La Roue du Temps, qui était très mauvaise. Enfin, j'exagère, qui a eu des points faibles, et beaucoup moins sur la deuxième saison qui nous a beaucoup plus satisfait. Mais sur la deuxième saison, il n'a pratiquement pas parlé en fait. Ouais, je l'ai vu. Je me rappelle de sa réaction quand il voit la Shandara. Et là, effectivement, il est dans la déception. On le voit bien. Ouais. Donc, il doit se méfier globalement de toutes les entreprises d'adaptation. Je pensais exactement à ça. C'est quand on découvre comment apparaît la lance de Matt dans les derniers épisodes de la saison 2, il explique aux auditeurs, voilà, il s'est battu contre ça, mais ça arrive. Donc ça, il s'en souvient quoi. Donc maintenant, quand on lui demande, on veut faire Mistborn, mais qui se passe, je sais pas, complètement quelque chose de différent. Mais à New York, avec l'armée américaine. Voilà. Contre les nazis. Voilà, donc ça c'est un classique. Avec des requins zombies nazis volants. Il y a des films comme ça. Hein. Je voulais revenir sur l'année de Sanderson, parce qu'il n'y avait pas que les romans. Il avait proposé aussi à la vente qu'on fasse une année complète de Sanderson, c'est-à-dire tous les mois, on a un cadeau Sanderson qui arrive par la poste. Et tu l'as pris l'année complète ? C'était horriblement cher à cause des frais de douane. Ouais. C'est-à-dire que c'était les frais de douane qui étaient multipliés par 12 en fait. À chaque fois. C'est dingue. Voilà, donc c'était 50 € de frais de douane tous les mois, ça faisait un petit peu beaucoup. C'est clair. De frais de douane et d'expédition, en fait, je voulais dire. Et donc, tant qu'il n'aura pas un magasin, un centre, un entrepôt en Europe pour expédier en Europe, ça sera compliqué, ce genre de choses. Mais donc, j'ai donné à Cédric les images
des goodies que tous les mois les fans ont reçus. Il y a des choses assez sympas avec. Peut-être on peut en faire un peu le tour. Je sais pas si tu peux les passer, Cédric. Ouais, tout de suite. Attends, j'essaie de faire ça. Du coup, hop, Il reste combien de temps avant que ça coupe? 2 minutes. Ah bah, on pourra pas de faire rapidement. Voilà. Non, mais en fait, ça va pas couper, hein. Ça va couper pour vous. Après, vous avez le temps de revenir. D'accord. Donc on se reconnecte on se reconnecte pour le vocal sur le Discord. Allez-y, faites ça maintenant, comme ça va être Allez. plus simple. Ok. Donc là, on a la boîte Cytoverse avec une. Donc ça se passe c'est un truc de science-fiction et donc là, essentiellement, on a un vaisseau spatial là. Il y a une jolie maquette en métal qui est assez lourde. On a des moules pour faire des gâteaux en forme de limace Doomslug, des limaces du destin, je sais plus le nom en français. Voilà, ce genre de cadeau. Alors, je switch de vocal. Je vous invite à faire tous de même. Restez ici, hein, ça bouge pas, vous m'entendez toujours de toute façon. C'est que pour les autres que vous avez pu entendre. Donc, on change de canal de discussion. Hop, voilà. Et normalement, vous devriez réentendre tout le monde. Est-ce que vous êtes là? Voilà, si tu peux nous restreamer. Ah oui. Je vous restream tout de suite, évidemment, pour que vous puissiez voir ce que je montre à tout le monde. Et voilà. Excellent. Et Lippi nous a mis la photo où on est avec Brandon. Tu peux la reprendre sur le canal. Super, ouais, je fais ça tout de suite. Ah bah je l'avais même pas cette photo, je crois. Voilà. Oula, elle est en grand format. J'étais si jeune. C'était en 2016. 2016. C'était il y a presque, c'était il y a Notre 8 ans, époque. 7-8 ans. Ouais. Voilà, nous Ok. voilà donc avec Brandon à la dimension fantastique. Il y avait, il y avait Manny qui était là. Ah, c'était sympa. Hein. Dans le chat, dites-nous si vous entendez tout le monde correctement comme tout à l'heure. Du coup... Il fait souvent, Brandon Sanderson, il fait souvent des conventions comme ça en France. Super. On peut le rencontrer. Ça fait longtemps, je pense. Moi, je l'ai vu 2 fois. Je pense La qu'il dernière fois, c'était il y a 2-3 ans. a plus le temps maintenant de bouger à travers le monde comme ça. Il a des livres à écrire. Faut pas qu'il voyage. Ah, Ganchon, on t'entend plus. T'es muté, Ganchon. Ou alors on t'entendait pas. Un, Tu peux deux. parler? Oui, là on t'entend. Ouais. Valère aussi, on t'a entendu parler. Ah. Ok. Je vous remets dans le chat la vidéo des questions qu'on lui avait posées à l'époque. On avait fait une petite vidéo avec lui. Voilà, il avait répondu à nos questions. C'était plutôt sympa. Hop. Alors. Est-ce qu'il s'en souvenait quand vous l'avez interviewé il y a quelques mois avec Harriet? On en a pas parlé de mon souvenir. Non, on lui en a pas reparlé. Non, en fait, on avait un live, ça a duré probablement 45 minutes quand on l'a interviewé avec Harriet, quand Cédric l'a interviewé avec le Capitaine Popcorn. Et donc on voulait pas quand même, on voulait que ça se passe bien et tout, donc on était hyper concentrés parce que c'était quand même impressionnant de les avoir, lui et Harriet, en interview, et donc c'est vrai qu'on n'est pas revenu là-dessus, on s'est concentré sur qu'est-ce qu'on allait leur poser comme question et tout. C'est quelque chose quand même d'avoir Brandon Sanderson et Harriet qui débarquent sur notre Discord. Voilà, toutes les boîtes. Alors, j'aime beaucoup, par exemple, sur la boîte Mistborn, on voit une petite peluche qui est Tensoon, donc le Kandra en forme de chien. Et l'image d'à côté, on retourne la peluche et on a les os en surbrillance, en fait, en luminescent. Ah oui, squelette. C'est le chien de Vin, le chien loup de Vin. Voilà, donc on voit des exemples de cadeaux, des cartes postales de Lutadel, de Elantris, du Ritiru. Voilà. Ça, il a des gens qui font tout ça dans son équipe. Voilà, donc tous les mois, les gens recevaient une petite box, et puis évidemment, comme c'est l'ère de YouTube, donc il y avait des gens qui faisaient des pack opening, qui présentaient le contenu de leur box tous les mois. Ça coûtait le total, là, le gros... Oh, je saurais pas te dire, là, comme ça, franchement. C'est pas quelque chose comme $250, voilà. Comme ça? Ah, sympa, les pins. Peut-être, mais sans les frais d'expédition. Et donc, en plus, dans chacune des box, il y avait un petit pin comme ça, du Cosmer.
très sympa. Donc là, on voit Oid, on voit Steris de Mistborn Era 2. Là, j'arrive pas à lire C'est les Wax, noms. c'est Wax C'est Wax de Mistborn Era 2 aussi, les deux époux en fait. Là, c'est Raoden d'Elantris. Chris, on en parlait tout à l'heure des personnages qui apparaissent, qui apparaissent dans tous les livres. Et en fait, à la fin de chaque bouquin de Sanderson, souvent il y a un genre de art arcanum où on explique des détails sur la magie qui se passe sur cette planète, etc. Et donc, Chris, qu'on voit là en pins, c'est le personnage qui écrit l'Ars Arcanum, c'est ça? Qui écrit, c'est l'Ars Arcanum, c'est-à-dire c'est une universitaire qui parcourt le Cosmère pour découvrir tous ses secrets. Oui. Alors là, on a Vivenna de Warbreaker, on a une très jolie Sylphrenia, de Rochard, donc. Et ensuite, on a quatre pins de chacune des Secret Project, donc Tress, Nomade, Yumi, et puis Mervyn du deuxième bouquin, du deuxième Secret Project. Ceux-là n'étaient pas dans les box, en fait, ils étaient disponibles pendant la Dragon Steel. Exactement. Ah oui. Merci. Ah, quelle excellente transition, Gancho. Je pense qu'on peut parler un petit peu justement de tout ce qui se passe de physique autour de Sanderson, c'est-à-dire la convention Sanderson aux États-Unis qui s'appelle la Dragon Steel. C'est un truc qui se passe quand même beaucoup aux États-Unis, hein, ce type de convention. Il y a une convention Star Wars, une convention Star Trek, il y a plein de conventions sur plein de sujets. Il y a une convention, peut-être même 2 conventions de Jordan. Un jour, on s'est promis avec Cédric qu'on irait à la Jordan Con. C'est combien le billet d'entrée déjà? En fait, c'est pas le billet d'entrée qui est si cher que ça. Le problème, c'est d'y aller. Genre, c'est à Philadelphie, ça change de ville tous les ans. Enfin, tu vois, bref. Mais on sait jamais, ça se trouve, on peut s'y trouver par hasard. Ah oui, par hasard, ça c'est possible. Mais bon, en général, c'est pas par hasard aux États-Unis quand même. Et du coup, il y a une Dragon Steel qui est donc la convention Sanderson. Mais alors, il est hyper partie prenante de ça. C'est-à-dire que c'est organisé aussi par ses équipes. C'est bien ça. Hein. Oui. Ça, il est vraiment impliqué, quand même. Oui, il est là. Voilà, et ça se passe à Salt Lake City, puisqu'il habite là-bas. Comment ça se déroule une Dragon Steel? C'est quoi? C'est sur quelques jours? C'est un espèce de grand marché Sanderson? Il y a des conventions, des conférences? Alors, on avait ça, grosso modo, quand même. Ouais, on avait trouvé un article assez sympa qui racontait la convention vue de l'intérieur avec plusieurs salles où il y a des conférences, avec des jeux de rôle. Tous les participants sont invités à se balader partout dans la convention et récupérer des preuves, des indices, etc. Il y avait des discussions enflammées entre fans du Cosmere sur tel ou tel point pour dire voilà, qu'est-ce qui va se passer. Les personnages, discuter des personnages, tel personnage qu'on trouve sur Rochard mais qu'on a déjà vu sur Scadrial avec Mistborn, etc. Bon, du coup, il y avait aussi un grand marché avec plein de créateurs, créatrices. Voilà. Comme dans toutes les conventions américaines, il y a beaucoup de cosplay. Voilà. Ça va être quelque chose, hein. Ça va être assez sympa comme moment. En fait, Voilà. Il est en train de vraiment en faire une espèce de franchise, si j'ose dire. C'est-à-dire que et c'est exactement, c'est pensé comme du Star Wars ou du Star Trek. C'est un univers monde où il y a de tout, quoi. Alors là, pour l'instant, c'est surtout des livres et des BD et puis un peu de goodies, tout ça. Mais en fait, demain, ça peut être appelé à être encore beaucoup plus que ça. D'autres types de supports. Bah justement, donc du coup. Ah, j'ai perdu le... Ah oui, zut, un instant. Hop, j'allais montrer une image et puis ça marche pas comme prévu. Hop, voilà. Ça c'est un jeu de société? Un jeu de rôle. Là. Un jeu de rôle, mais sur quel sur papier? Oui, comme ça. Ah non, ouais. Waouh. Il va sortir cette année, enfin l'année prochaine. Jeu de rôle sur les archives de Rochard, du coup. On est sur un truc un peu comme... Enfin, je veux dire, c'est du D&D ou c'est très différent? Ouais, c'est ça, je crois, à la base, ouais. Alors moi, je n'ai pas beaucoup de connaissances sur le jeu de rôle, mais j'ai lu. J'en ai pas... Oui. C'est censé y avoir un autre jeu de société sur Mistborn qui doit sortir, ou qui est en VO, mais j'ai cherché, là, j'ai pas trouvé. C'est un jeu de deck building, oui, effectivement, qui est censé sortir sur Fils des Brumes, tout à fait.
Et du Un coup, jeu il de n'est pas découpage. encore sorti, c'est ça? Non, Hmm, il Je pas crois qu'il y mal. a, il y a une fin image dans le 2000. dossier que Gancho t'a donné. C'est celle-là, Cédric. c'est celle-ci que je vous montre en ce C'est moment. la seule, ouais. Un jeu On de sait deck très peu building, sur ce jeu-là. C'est ça. mais Eastbourne. comme Magic, quoi. Euh, Non, Bon. quand c'est du deck building, Vraiment un jeu c'est de société comme. en- Rappelez-moi comment ça s'appelle, le jeu deck On building n'arrive pas, typique. on n'arrive pas à vous entendre en même temps, Cédric et Gancho. Ah zut. Partage la bande passante. Mais du coup, j'ai pas compris ce que vous disiez ni l'un ni l'autre. Bah, vas-y, Gancho. Ouais, non, c'est un jeu de société. Du coup, c'est 2 à 4 joueurs, c'est ça? C'est pas forcément un contre un, en fait. Et c'est deck building comme, je sais pas, Clank ou ce genre de jeu-là, peut-être plus. Ah. Où il y a, Oui, on ou a, Ascension. Ok. Ascension, voilà, ouais. J'ai un visuel, attends, je le Putain, mais- récupère. Hop. C'est déjà énorme le Cosmere et ça va être. Alors, du coup, moi j'ai testé cette version, enfin la version non Stormlight Archive de ce jeu-là, puisque Call to Adventure c'est une licence. Ah, d'accord. Il est adapté dans plein d'univers différents. Et il y a l'édition normale qui existe en français. Celle-là n'a jamais été traduite en français, dommage. Ah, il y a une édition Le Nom Et du ça, c'est Vent un jeu où aussi. là, ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est un jeu où tu construis une aventure avec des cartes, tu as des jets de dés, des jets de runes, des trucs comme ça. Mhm. C'est sympathique. Est-ce qu'il y a une intention chez Sanderson de s'intéresser aux autres aires géographiques? Je veux dire par là que on voit bien, nous, les fans de la Roue du Temps, que l'absence de pénétration réelle de la Roue du Temps en Europe jusqu'à récemment, ça nous joue des tours et que l'œuvre est pas assez connue, enfin pas autant qu'elle le mériterait, et qu'aux États-Unis c'est absolument fou. Il y a des millions et des millions de fans. On estime que un foyer américain sur 10 a un volume de la Roue du Temps dans sa bibliothèque. Enfin bref, c'est énorme. Il y a un décalage énorme entre les États-Unis et l'Amérique du Nord au sens large et l'Europe. Et ça m'a l'air d'être pareil pour Sanderson. Ouais, en gros, Je pense pas. Hein. Je pense que ça infuse un peu plus pour Sanderson. La Roue du Temps, c'est surtout en France, enfin dans le monde francophone, que ça n'a pas trop décollé à cause des problèmes de traduction en fait. Mais là, avec la qualité du travail de Mélanie, ça monte hein, doucement. Et les éditeurs français et les éditeurs européens en général ont bien pris conscience de ce qui s'est passé avec le Kickstarter. Et donc, ils n'hésitent pas à mettre le focus dessus. Hein. On l'a vu avec les 4 volumes en édition spéciale qui sont sortis 11 jours après les versions américaines. C'est quand même assez exceptionnel, quoi. Il y a des améliorations, c'est sûr, d'accord. On n'est pas la communauté la plus vivace, on va dire. Les francophones, c'est surtout les hispaniques qui ont une bonne une communauté assez active sur le net. C'est vrai. Je vois passer beaucoup de fanfiction sur Rochard hispanique, effectivement. Ce même, il est tellement vrai. Moi, avant de comprendre ce que c'était que le Cosmere, je lisais Sanderson en me disant ouais c'est super, c'est sympa, puis on s'y perd pas trop quoi. Puis après quelqu'un m'a dit mais tu vois lui il est là, puis il vient de là, puis il repasse là, puis et là je fais oh putain c'est pas vrai. Et j'avais rien compris quoi. Les 2 lectures. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je lis pas le Cosmere comme Piles lit la Roue du Temps, quoi. J'en suis incapable. Je dis ça parce que Piles nous fait des théories quand il avance dans son lecture sur la Roue du Temps qui sont assez géniales à lire sur le Discord. Pour nous qui connaissons la fin. Oui. Et là, c'est vrai que moi, je vois bien que j'arrive pas à me dire ah mais tiens tel personnage. Je me dis c'est un peu bizarre. Il fait des trucs qu'il devrait pas pouvoir faire, mais je suis incapable de dire ah bah oui mais c'est lui en fait puis il vient de là ou c'est elle et elle avait fait ça. Ouais, Des fois, c'est- ça mérite une relecture. Hein. Ouais, j'ai pas eu l'occasion tout à l'heure avec mes problèmes de son de parler des différences entre Brandon et Robert Jordan. Je dirais que l'écriture de Jordan était beaucoup plus de qualité beaucoup plus poétique et une qualité descriptive peut-être supérieure. Mais le grand talent de Brandon, c'est quand même déjà de faire vivre des personnages qui évoluent et qui ont des fragilités très fortes et qui arrivent à les surmonter. Et aussi la qualité de ces scènes d'action en fait. Et la qualité de ce qu'on appelle parmi les fans, c'est la Branderlange, c'est ce qui se passe quand on arrive. Il y a un moment à la fin des livres où on arrive
un point de lecture où on peut plus poser des bouquins, quoi. En fait, c'est pas possible. Physiquement, c'est pas possible. On est obligé de continuer jusqu'à la fin. Et tous les éléments qui ont été saupoudrés dans les livres petit à petit par Sanderson, tout se met en place. Et ça paraît tellement évident quand ça se met en place. C'est tout naturel. Ouais. Et on est aspiré dans la fin du bouquin et on peut pas lâcher, quoi. On peut pas lâcher. C'est vrai. Crescendo souvent en plus. Très très vrai. Alors, je vous propose que, avant de passer à une partie spoiler sur que va-t-il se passer dans le tome 5 des Archives de Rochard, peut-être qu'on peut, avant ça, parler un petit peu de que va-t-il se passer prochainement dans les années à venir pour le Cosmere. Je veux parler à la fois, par exemple, de la construction de cet énorme château qui est en prévision, ou par exemple de ce qui va être publié, je veux dire, au-delà du tome 5 de Rochard, qui sera l'année prochaine. Qu'est-ce qui nous attend? Le château, quel château tu parles? Le projet DS. Dragon Steel. Le projet DS, ça devrait te parler. Ouais, Ouais. par exemple. Ouais. Mais pourquoi il a piqué mon nom là? C'est quoi cette affaire de projet DS? Ah, c'est Dragon Steel. Ah bah d'accord. Oui, mais j'étais là avant. Alors qu'est-ce que c'est Donc, que, oui, voilà. qu'est-ce que c'est que ce projet DS? Alors, en fait, c'est d'abord le headquarter de Dragon Steel. On a dit tout à l'heure qu'il y avait une 60aine d'employés, donc il y a une partie qui resteront au niveau des entrepôts, je pense, mais ça serait des bureaux, en fait. Ça serait des bureaux de la vingtaine de personnes qui s'occupent vraiment de la création des bouquins. Mhm. Mais comme c'est Brandon et qu'il ne peut pas s'empêcher d'avoir tout plein d'idées, c'est ce qu'il disait sur scène, c'est ce que Emily, son épouse, disait sur scène. Donc ils rajoutent une librairie pour les fans, un espace de rencontre, un café, des salles de gala pour envisager ça c'est les entrepôts en question où ils préparent l'expédition des box, Ouais. des fameuses box de l'année Sanderson. Et donc si vous voulez, vous pourriez louer un espace dans le château Sanderson pour organiser votre mariage, par exemple. Il n'est pas construit pour l'instant. Hein, je veux dire, Non, c'est un projet. Il va falloir quelques temps encore avant que ça aboutisse, si jamais ça aboutit, quoi. Et du coup, Quand il serait où ça serait où? Vas-y. Il Ça serait où serait à du Salt coup? Lake City. Salt Lake City, ok. Mais ils Faut ont acheté un organiser terrain des jeux de déjà. rôle là-dedans. Ah ouais, Je carrément. regarde pour acheter le terrain. Ah, ils regardent pour acheter le terrain. Oui, tu voulais peut-être rajouter quelque chose, Gancho, à tout ça? Non, je Valère tout à fait bien résumé le truc. Donc, c'est un peu le Disneyland du Cosmere, quoi. Il n'y a pas les petites poupées, mais ouais, c'est un petit peu l'idée. Ouais. Il n'y a pas encore les personnages qui se baladent, je pense. Je pense pas qu'on aurait des cosplays tous les jours officiels, payés pour se promener. Mais franchement, une attraction à sensation en mode Lost Metal où tu te fais tirer dans tous les sens, ça peut le faire. Hein. Pour un harnais solide. Cool. Et en termes de littérature, qu'est-ce qui nous attend dans les années à venir? Alors. En France, déjà, peut-être. Vas-y. Ouais. T'avais fait des très bons alors, résumés des choses à venir, Gancho. Ouais, du coup, là, en France, on est en attente de la traduction de Lost Metal, du coup, qui est le dernier tome sorti dans l'univers de Fils des Brumes. Du coup, la secondaire, un peu western. Et la plupart des pays l'ont déjà eu. En gros, les Espagnols, les Allemands, tout ça ont déjà eu la traduction, mais nous, on est passé directement sur les projets secrets, en gros, en France. Et du coup, le Lost Metal devrait arriver en 2024, on ne sait pas quand. D'accord. Il y a aussi la traduction de Defiant qui vient de sortir, qui Oui. est dans l'attente. Il est On a sorti une date il y a quelques semaines à peine. Non. Non, là, on n'a rien. Non. Et tu avais noté... C'est le Cytoverse? Ouais, le Cytoverse. Oui, c'est c'est ça, le le dernier 4, volume je du Cytoverse. Et du coup, alors, on communique pas forcément toujours bien dessus, mais il y a aussi Audiolib qui fait un très bon travail de transformation des livres de Sanderson en livres audio. Ils ont un planning déjà expliqué pour l'année 2024. Ah oui. Non. Quelqu'un les a écoutés ici, ces livres audio? Non, je ne les ai pas écoutés. Non.
parce que pour la roue du temps, là, on a des livres audio qui sont plutôt bien faits. On a Rosamund Pike qui le refait là en anglais. Là, ça va être assez sympa. Mais pour Rochard, je sais pas du tout si les voix. Voilà, on a Romain qui a écouté ça, la table virtuelle, qui nous dit qu'il a un peu écouté Rochard et que c'est pas ouf. Bon, voilà. Bon. Il y avait un même intérêt rigolo avec là-dessus, l'opposition entre les gens qui savent comment s'écrivent le nom des personnages et les gens qui savent comment se prononcent les noms des gens personnages. C'est pas la même chose. Bon, celle qu'on voit à l'écran, la Chalane, au moins ça c'est pas compliqué. Alors, du coup, est-ce qu'il dit Renarin ou Renarine? Ouais, voilà. Moi, Gwendoline. je dis Renarine. Hein. Moi je dis Renarine. Renarine. Rénarine, ouais. Non, Renarin, non, quand même, faut pas exagérer. Moi, je dis Perrin. Je dis Perrin, je dirais toujours Perrin, mais Renarin, non. Bah, si tu dis Perrin, pourquoi tu dis pas Renarin? Parce que Perrin, ça correspond à un prénom qui sonne un peu français. Moi. C'est un si. débat. Mais, Je suis pas convaincu par ton argument. Mais Renarin, non, tu peux pas. Ah, Voilà. et donc, Et alors, Caladin ou Caladine? Non, Caladine, Caladine. évidemment. Caladine. Ah, Caladine. moi, dans ma tête, c'est Caladin. Hein. Caladin, le paladin. En française. Non, mais on dit bien Aladdin. Aladin, ouais. On va dire Caladin. Ouais. Caladin, Apparemment, d'après Caladine. Herkep, dans la version audio, ils disent Renarine. Enfin, vraiment. Ah ouais. C'est bizarre en français. Ouais, c'est compliqué, hein, les prénoms comme ça. Caladine, ouais, Caladine, ouais. Caladin, ouais. C'est fou, je sais pas pourquoi, pourquoi on décide de prononcer dans notre tête d'une manière ou d'une autre. Ouais, Ouais, c'est je la pense que première lecture. Ouais, ça, ouais. Vin, Ouais, par mais- contre, c'est vin, c'est pas vin. On peut Ouais, pas dire vin, vin. Non, On Vin, peut c'est pas dire bien. vin. Non. donc c'est vin. Vin, c'est pas possible de dire vin. Ça, Bah pour non. les francophones, il y a confusion, quoi. C'est pas possible. Alors, en plus, dans le livre, des fois, ils disent alors Vin boit du vin. Voilà, c'est un peu compliqué en VF. Je pense qu'ils disent Kelsier plutôt que Kelsier en On dit français. oui. Kelsier. Moi, j'ai Kessler. Moi, j'ai Ah, moi, Kessler. Moi, je dis Calcière. Ouais. Ils disent, Ouais. ils disent Jasquier aussi, typiquement en anglais. Donc, Ouais. Alors que je dis pas. T'as raison, je dis Calcière alors que je dis Jasquier. tu Ah, dis c'est vraiment Kelsier. débile. Tu dis Kelsier, sérieux? Mais ouais, je dis Ouais, moi Calcière. aussi. Bah ouais. Ah non. Toi aussi, Camille, bah tu vois, je suis pas Ouais. seul. Ouais, j'ai Kessler aussi. Lippi aussi, tu vois, on est 3 sur 6. Kelsier, Ouais. non, c'est pas possible. Ah ouais, d'accord. Alors, C'est vraiment très personnel. C'est rigolo comme débat. Ça dépend. Des fois, tu la joues à la francophone, d'autres fois, pas du tout. Ça dépend des Comme feelings de chacun. FBI et CIA, quoi, en gros, suivant comment ça sonne. Comme qui? c'est vrai. Comme FBI et CIA. Ouais. Pourquoi on prononce un à l'anglaise et un à la française? Ah ouais, ça, c'est vrai. C'est ça. Je pense qu'on est Oui, influencé c'est vrai. par Excellente remarque. les films et les séries télé qu'on a vus étant jeunes, et donc du coup, c'était prononcé de telle Ouais, ou manière. comment ça sonne bien aussi. Il y a des choses Ouais, qui là, sonnent mieux dans ta tête. J'ai jamais non, entendu perso, dire FBI jamais de ma vie. Non, mais pas pour Pourtant, ça, t'as mais pour entendu les dire prénoms, CIA. moi, je parle. Et puis CIA, on l'entend pas non plus. Hein. Non, si la CIA est... Mais oui, c'est une question intéressante de pourquoi on se met dans notre tête à prononcer le truc de telle ou telle manière. Ouais. Ah, j'aurais pas pensé. Tu vois, autant la roue du temps, c'était sûr que ça allait être la galère de savoir comment prononcer les prénoms, parce qu'ils sont tous un peu barrés. Genre Ninaev, hein, voilà, et Gwen et tout. Ouais, moi aussi, je dis naïve. Mais, Voyons. mais oui, Naïve. Ninaev. Naïve. C'est naïve. Non, moi je parle latin. En latin, AE c'est AE, c'est pas Oui. E, ça n'existe pas. Donc Ninaev. Donc du coup. Merci. Et donc du coup, et j'aurais jamais cru que Sanderson, ouais, j'avais pas réalisé que ça pouvait se prononcer de façon différente. Ah, Donc, sur ouais, c'est Elantris, logique. sur les passages Elantris, sur le site de Sanderson, il y a marqué comment se prononcent les prénoms des Oui. personnages et les aons et tout. C'est Et- vrai ça? Ouais, Oui, oui. Où j'avais regardé Tu peux- ça et Tu du peux coup. balancer le lien? Ouais, attends, je me retrouve, ouais, effectivement. Mais Et Raoden, je c'est suis étonnée, Raodan, c'est Raoden en fait. Un truc comme ça. Raoden. Raoden. Non, mais non, c'est. Je sais c'est plus, c'est mais Raoden. je vais le retrouver. Pour en revenir sur le futur de Sanderson 2024, il y a quand même la sortie du tome 5 qui est annoncée pour le tome 5 des archives de Rochard. Donc le magnum au pouce, je suis pas certain de ce que tu avais dit tout à l'heure, Cédric. C'est le 5 décembre, en VO donc. Je sais pas combien de temps ça prendra pour avoir une traduction française, mais je pense que Mélanie est déjà sur le coup. Mhm. En même temps, donc là pour l'instant les archives de Rochard c'est 96%.
le tome 5, il est fini à 96%. Je sens qu'il y a encore pas mal de travail d'édition derrière pour Brandon. Et il a prévu de livrer dans 2 semaines, en fait, juste avant de partir en vacances. De faire les 100% dans 2 semaines. Il y a John C. Patterson qui est en train de finir aussi, elle est à 91%, je crois, sur la suite de Vers les étoiles, de l'univers du Cytoverse. Donc je pense qu'elle est partie pour faire une nouvelle, au moins une trilogie écrite par ses soins, dans l'univers de Brandon, avec l'assentiment scénaristique de Brandon, au moins, je pense. Je ne sais pas du tout quel est le rapport là-dessus. Skyward Legacy, voilà. J'ai balancé le livre. Pardon. Ouais. Ah oui. Et On peut cette penser nouvelle, elle aussi- se passe avant Skyward et tout. Si ça s'appelle Legacy, l'héritage, je pense que Ah, ça c'est se passe l'héritage après. juste après. Parce que j'avais lu un truc qui se passerait avant aussi. Ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est Gansho en a parlé rapidement. Ouais. Ah ouais, ok. Il y a une petite nouvelle qui est sortie. Alors, le livre de poche n'a pas du tout communiqué sur la sortie de cette nouvelle-là, vu que c'était un truc offert avec deux bouquins achetés. Mais c'est une nouvelle qui se passe avant le premier tome de Skyward, en gros. D'accord, merci. Désolé, on se perd dans tout ça. Oui, elle est disponible gratuitement sur le site de Brandon en anglais. Ok. Defending Elysium. Alors, qu'est-ce que vous attendez le plus dans tout ça, là? Ah ben, Stormlight 5, quand même. Ah bah oui. On a notre chef de guilde, de clan, là, qui a manifesté son impatience il y a peu de temps. Monsieur Cédric. Pas du tout. Oui, c'est vrai qu'on n'en peut plus d'attendre. Alors, une question de Marcos D. Stark. On va faire un tour de table très rapide. Vous répondez en moins de 5 secondes. Alors, Quel est votre Oui, livre préféré du Cosmere, votre perso préféré? Vous êtes prêts? Camille? Les livres, je pourrais pas dire. Parce que je me souviens pas quel événement dans quel livre. Mais après, si je dois choisir, on va dire, une série de livres, ce serait Rochard. Et personnage? Perso préféré, oh là là, c'est trop compliqué. Il y en a tellement. Mais Justement. j'aime bien l'humour de Shallan, le fait qu'elle arrive à répondre du tac au tac aux gens, c'est impressionnant. Mais sinon, j'aime bien Oid. Très bien. Oid. Ah oui, tu dis Oid, toi, pas Oid. Oid. Oui. Moi, je dis Oid aussi. J'ai dit Oid. Moi, je dis Oid. On n'avait pas abordé celui-là, oui. Il y a un tréma, mais il est invisible. Pour ça. Donc, Ah, un autre chat. alors, Gansho, livre préféré. Mon livre préféré, je dirais que c'est le livre des radieux. Non, le tome 2. On prend les deux d'un coup. Hein. Voilà. On va dire. Et personnage préféré. Un personnage, j'hésite entre Le Lopen et Wayne, pour le côté absurde. Le Lopen. Ouais. Oui, effectivement. Oui, bien. Ouais. Valère, Le Le Pen, super. Valère, à toi, livre préféré. Sans hésitation, le livre des radieux, encore. Ah ouais. C'est ouf. Ouais. Vraiment. Derrière, je mets Rythme de guerre, qui était vraiment très très bien, et le tome 3 de Miss Bourne, où on se fait retourner la tête par Sanderson, on se rend compte qu'on se fait berner depuis 3 livres, c'est quand même fantastique. Ouais. Tome 3 de Miss Bourne, un des plus gros retournages de cerveau que j'ai jamais vu, effectivement. Mais je peux pas en parler sans spoiler. Ah non, là c'est j'ai envie, impossible d'en parler sans spoiler. J'ai envie d'en parler, mais incroyable. Faut pas, c'est On interdit. peut pas. Et personnage Et préféré? en personnage, je dirais Vacher. Ah, très bien, oui. Donc de Warbreaker. Ouais, donc qu'on voit dans Warbreaker et Rochard. Et passage préféré, c'est simple, hein, honneur est mort, mais que je peux faire. Un livre des radieux, du coup. Voilà, c'est ça. Lippi, à toi. Mon livre préféré, c'est Tress de la mer émeraude, du coup. Ouais, un des tu l'avais dit trois. au début, Ouais. Vraiment très gros coup de cœur. Personnage préféré, c'est trop compliqué de répondre. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour Navani dans Rythme de guerre, parce que j'ai adoré ce qu'elle fait dans ce livre. Donc voilà, ça va être ma réponse, je pense. C'est le moment dont vous savez tout ce qui se passe. Je pense que c'était le moment qui m'a le plus bousculé émotionnellement de le Cosmere pour l'instant. Très bien. Très, super. Maxime, à toi. livre Moi, préféré. c'est clairement Rythme de guerre. J'ai vraiment beaucoup plus apprécié Rochard avec Rythme de guerre, que ça m'a plus accroché. Et mon cœur balance entre Shallan et Navani.
Là, vraiment, entre les deux, j'aurais un peu de mal à choisir parce que je trouve que Navani est vraiment extraordinaire, mais que Shallan se révèle d'une manière assez dingue aussi dans ce dernier tome. Mais si j'ai le droit de dire le personnage qui m'a le plus agacé, Vas-y. c'est très clairement Kaladin, quoi. C'est Ah, moi aussi, Clairement. Mais vraiment de très loin, quoi. Ouf, c'est fou. Alors, je Oh suis là pas là, la tête du de tout con, d'accord, mais des chats. Ouais. intéressant. Du coup, je vais aussi répondre à la question. Mon tome préféré, du coup, sans surprise, c'est le livre des radieux aussi, effectivement. C'était entre lui et Justicière. Mais le livre des radieux a peut-être la meilleure scène de tout. Ah, c'est dur. Bon, c'est entre les deux. C'est entre les deux, j'ai adoré. C'était fantastique, ça a vraiment cimenté l'œuvre pour moi. Et mon personnage préféré, c'est Dalinar, pour le coup. Donc, Ah oui, il n'a très pas bien. été répondu Mais jusqu'ici. J'adore c'est ton petit côté germanique, ça. Peut-être, j'adore le personnage, il n'y a aucune mauvaise scène avec lui, et j'adore son flashback, qui prend à contre-pied totalement ce qu'on connaît, ce qu'on a vu de lui, et qui aussi retourne un peu le cerveau, parce qu'on n'a que des indices de son flashback avant qu'il arrive, et quand il arrive, on prend plein la tronche. Donc très satisfait. Une belle évolution aussi. Donc, et qui évolue, et c'est aussi ça que j'aime beaucoup dans l'œuvre. On peut difficilement évoluer autant, effectivement. Ouais. Et donc du coup, voilà. Et donc du coup, voilà, et ça résume bien. Et oui, les passages préférés, effectivement, oui, je pense que oui. Quand tu disais honneur est mort, je vois ce que je peux faire, c'était bien. Moi, le passage préféré de Rochard, là, comme ça, quand j'ai commencé à lire, c'était vraiment la fin du premier tome, la fin de La Voix des Rois, quand Kaladin voit un truc qui va arriver catastrophique et décide d'aller sauver les gens. Et, Ah oui, ce moment est parce qu'on a épique. passé un tome entier à en prendre plein la tronche et on passe au côté, le moment héroïque, et c'était vraiment la quintessence de l'héroïsme à ce moment-là. Et justement, moi, c'est ce qui m'énerve un peu chez Kaladin, c'est ce côté parfois posture christique. Mais enfin bon, peut-être qu'on peut se mettre un gros spoiler bien rouge, bien gras, hein, tu vois, bien mastoc, Alors, et terminer notre émission sur qu'est-ce que spoiler sur la totalité de l'œuvre. Alors le Cosmère, tout le Cosmère. Non. Salut Flo, salut à ceux qui y vont. On vous laisse encore quelques secondes pour y aller. On peut terminer par un petit tour de table sur What's Next. Qu'est-ce qui va se passer dans ce tome 5 de Rochard. Salut Marco. Donc moi je profite qu'on a un spoiler pour reparler du tome 3 de Fils des Brumes, où tu te rends compte que c'était la première fois où vraiment ça m'a fait autant d'effet, de me rendre compte que l'auteur, le narrateur, le livre me ment. Et ment aux personnes. Et donc, de toutes ces scènes, tu te rends compte que tu as lu des prophéties, qu'il y a un cliché, les prophéties écrites au début des chapitres, etc. Voilà. Et pourtant, on te l'a dit dans le début de l'œuvre, on t'a dit je ne peux pas faire confiance qu'à ce qui est écrit, je peux écrire que dans le métal, etc. Voilà. Et merde, et c'était dit depuis le début en fait. Oui, il y a des indices partout. Et des indices partout. Et c'est comme ça dans tous les livres. Et quand ces Saz se rendent compte de cette vérité, et que toi, lecteur, tu te rends compte de cette vérité, tu dis putain de merde. C'était incroyable, vraiment, c'était incroyable. Une révélation, quoi. Ouais. Donc, Vas-y. Ce qui m'a marqué à la fin de Miss Born, c'est l'histoire de la boucle d'oreille de Vin. Ah ouais, mais ça, je l'ai vu venir. C'était évident. Il faut se méfier des gens. Et en fait, c'est le petit détail ridicule, le petit bijou qui lui sert de porte-bonheur, qui lui rappelle sa mère et tout. Et c'était quoi déjà cette histoire de boucle d'oreille là? Ça m'est sorti de l'esprit, je l'ai lu il y a trop longtemps. En fait, elle a gardé de sa mère une boucle d'oreille qu'elle garde tout le temps. Et en fait, cette boucle d'oreille, c'est une pointe hémalurgique, quoi. C'est-à-dire que sa mère a utilisé la boucle d'oreille pour tuer la sœur de Vin. Et de ce fait, elle gagne des pouvoirs comme les inquisiteurs, c'est ça, qui plantent des barres de fer dans le corps et ça donne des pouvoirs. Et donc, en fait, ça lui donne quand elle a la boucle d'oreille sur elle, elle a Ruine, je sais plus son nom en français. C'est Ruine. Ravage. Merci Gancho. C'est Ravage qui arrive à lui parler. Et quand elle enlève la boucle d'oreille, elle est plus sensible à ce que raconte sauvegarde, donc préservation. Oui, c'est vrai. Ça y est, ça et moi, j'ai trouvé ça, sachant que depuis le début, c'était sous notre nez.
Et on parle souvent le petit détail, etc. Et à la fin, on dit quel enfoiré. Mais pareil, hein, C'est vrai que là- si vous allez tout ce qui est dans Rythme de guerre, on lit. Bon, c'est le titre du bouquin, Rythme de guerre. Oui, bon, ça veut rien dire de spécial. Bon, oui. Et quand il y a la révélation, c'est quoi le rythme de guerre? Et j'ai trouvé ça fantastique. Incroyable. Avec Ouais, la c'est vanille et tout. incroyable. Ouais. C'est la musique. Enfin, en fait, le fait qu'il inclue de la musique dans un livre, Ouais. moi j'ai trouvé ça mais bouleversant. Enfin, je pleure à chaque livre de Sanderson, mais là, je trouve que c'est ça la musique qui peut réconcilier deux choses. Enfin, genre, c'était absolument magnifique, je trouve. Symboliquement, c'est Ouais, non, c'était vraiment bien vu. Non, mais il fait Et vraiment surtout, c'était hyper bien amené. C'est-à-dire, j'ai trouvé que la manière dont Navani traitait avec Raboniel et j'allais dire la trahison de Raboniel, mais en fait de Raboniel, mais Raboniel, elle trahit. Permanente. Ouais, Raboniel travaille pour Raboniel. Oui, c'est ça, exactement. Elle trahit. Comment s'appelle le dieu Abjection. Odium. Abjection. Abjection. Odium en anglais. Donc elle trahit Abjection, mais elle ne trahit pas son peuple, mais on le voit pas venir. Enfin, pas comme ça en tout cas. Et je trouvais ça très très bien. La scène où elle tue sa fille est très très Ouais. forte. Le truc qui m'a le plus déçu, Oh. peut-être qu'on voit venir le plus, c'est un personnage que pourtant j'aime beaucoup, c'est Adeline. Ça faisait peut-être, je sais pas moi, 500 Ouais. pages que je me disais, bon bah, il va être sauvé par Maya. C'était Ouais, évident. C'était très évident. En fait, C'est Mais évident c'était et beau ça quand arrive même. pas. ça a Mais vraiment c'était beau quand même. Ça a vraiment souffert du Mm. fait que cette partie de l'histoire a été vraiment mise de côté pendant longtemps et ça avançait pas. Ça avançait pas Ouais. du tout, ça avançait pas Ouais. et ça fait Très traîner. frustrant. On sait que ça va arriver parce que ouais, c'est vrai que c'est assez évident quand même. Et du coup, ça évolue pas du tout alors que tout le reste évolue vachement vite et ça traîne. Et quand ça arrive, on dit oui, il était temps. Et on n'a pas cette même candeur de ah, ça y est et tout, il se passe quelque chose pour lui, Ouais. etc. Sauf que la scène est poignante. Ah oui, Elle c'est est vrai. magnifiquement Elle est écrite. bien écrite, c'est vrai. Oui, le discours de Le discours de Maya est fantastique. Mm. Ouais. Si on peut appeler ça un discours, mais c'est Ouais. Oui, mais c'est ça fonctionne. Mais du coup, moi, ma lecture de ce tome-là, elle remonte et je suis en train de le relire justement. Maya, elle est toujours morte. Tout ce Peut-être qu'il pourrait devenir un radieux, parce que moi, c'est ce que j'attends depuis le début des livres, quoi. Ce qui Ah bah oui. le Mais mystère. là pour l'instant, on n'a pas encore cette réponse, mais tout ce qui est, Ouais, ce qui est ok. très clair, c'est que les œils morts, tout le monde croit qu'ils sont morts, alors qu'en fait, ils ne le sont Ils pas. sont pas. Ouais. Ils sont pas Ils morts peuvent en être fait. soignés. Ouais, donc Enfin, peut-être qu'à un moment, elle pourra se libérer entre guillemets et il deviendrait radieux. Bah, en fait, on sait Ouais. pas trop. Moi, Elle commence à se réparer à la fin. Ma théorie, c'est que ça, s'ils deviennent pas radieux, ça devienne autre chose, un peu comme Reynarine et autre chose. Que les connaissances qu'on a de ce qu'est un radieux, ce qu'est le lien de Naël, ce que tous ces trucs-là, c'est pas complet et que du coup il y a d'autres facettes de tout ça et d'autres cas possibles. pas de- Intéressant. Mais je pense qu'on pourra peut-être en savoir un peu plus dans le prochain tome. Ouais. Ah bah oui, là ça nous amène au tome 5, parce que c'est quoi le tome 5 alors? Le tome 5, il va se passer des choses. Navani a eu la grande part. Moi, le tome 5, je m'attends à ce qu'il y ait une place importante pour la reine, la nouvelle reine. Jasna. J'espère. Jasna. J'ai pas été certain. déçu de Jasna dans le tome 4. J'ai trouvé qu'elle était sous-exploitée, alors que le personnage est vachement intéressant Elle est avec Malice sous-exploitée et depuis tout le ça. début. Ouais. Mais C'est vrai. on a le planning des personnages principaux de chaque livre en fait, hein, depuis, Alors là, depuis t'as longtemps. pas de Jasper normalement. Non, c'est 7, c'est Assassin en blanc. Ça peut pas être Ouais, vrai. c'est ça. Ah, je suis un peu déçu. Ouais, c'est Ouais, bon. Jasna, c'est mais- pas clair. Ça veut dire que Jasna aura un gros rôle aussi, mais les flashbacks, ça sera les flashbacks de 7. Ouais, alors l'épée Nimi, là, ça m'a perdu, là. Ouais, alors c'est l'épée de Vachère, c'est ça? C'est l'épée de Vachère. Tout à fait. Faut lire Warbreaker. Ouais, mais j'ai lu Warbreaker, mais je l'ai lu en anglais, j'ai dû en zapper la moitié. Ah oui, C'était c'est avant comme, que je lise la roue du Alors temps. je l'ai en payé anglais. aujourd'hui. C'est peut-être le seul personnage, l'épée, c'est le seul personnage où clairement c'est le même personnage. Il y a pas de doute. Tu peux pas le rater quand même, quoi, parce que Oui, non, mais Ouais, c'est parce c'est que. particulier. Mets-toi dans ma tête, j'ai lu Warbreaker il y a vraiment longtemps et j'ai lu depuis tellement d'autres trucs que je finis par tout mélanger. Je ne sais, Oui, peut-être, parce je que savais plus T'en quoi. rappelles pas forcément, oui, c'est sûr. Non, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, un autre truc du même niveau que le mensonge dans Mistborn sur les prophéties, tout ça, c'est le frisson dans Rochard. Ah, ça, c'est pas mal. Ah ouais, ça. Ouais.
le concept du frisson, ou qui est introduit comme juste, il a une sensation de, voilà, il est en colère, il devient plus fort, et puis c'est super. C'est un truc normal, un truc humain, en fait. Et en fait, pas du tout. En fait, c'est un truc de berserk. C'est Et ça. qu'en fait, c'est pas, voilà, Une c'est créature qui provoque. pas naturel, et que Ouais. c'est provoqué par une créature surnaturelle et tout, On a créé. et qui se déplace, et du coup, ils perdent ce pouvoir, et en fait, alors qu'il n'est pas introduit comme un pouvoir de base, c'est juste leur caractère, en fait, et en fait, le Et ça ne moment, touche que les Aletti. ça- Parce qu'il était situé à cet il endroit-là. était à cette situé à cet époque-là. endroit-là, en fait. voilà. Et quand à un moment donné, ils se déplacent, ils ont plus le frisson, en fait. Et justement, on parlait des œils morts. Qu'est-ce qui a causé les œils morts? C'est l'emprisonnement d'un autre incréé, c'est Baado Mishram. Donc je pense que très certainement, il y aura beaucoup de choses qui vont changer si ils arrivent à libérer Baado Mishram dans le tome 5. Donc le tome 5, ce serait Z, mais est-ce qu'il y a d'autres personnages qu'on attend dans ce tome 5? Ce qu'on sait, c'est que Z et Kaladin vont faire une mission À Shinovar, au pays c'est ça Chine, à Shinovar. Et c'est à peu près tout ce qu'on a. Hein. En fait, C'est tout. Le prologue est déjà disponible. Vous pouvez déjà lire le prologue, donc qui est du point de vue de Gavilar, si je ne me trompe. Tu peux Oui, nous c'est ça. balancer le lien? Il est sur le site de Brandon, donc alors pour le retrouver, je l'ai comme ça. En fait, ce qui est prévu, c'est qu'en fait, chaque tome de Rochard, il y a 10 tomes prévus. Chaque tome est centré sur un ordre de radieux et sur un personnage principal. Ça. Donc sur les 4 premiers, on a déjà eu 4 ordres de radieux qui ont été... donc le premier, c'était sur les Marchevents, avec Kaladin. Le deuxième, c'était avec Shallan, avec les Tisflammes. Des cryptiques. Et ainsi Ah non, de Shallan, suite. les Tisflammes. Les Après, Tisflammes. c'était Jasna, les cryptiques. Non, c'est pas Jasna le troisième. C'était les Forgeliens. Forgeliens. Forgeliens avec Dalinar. Et le tome 4, c'était Navani. Navani avec les Forme-Pierre. Non, Non, Navani, elle est Forgelienne aussi. les Forgeliennes, mais Oui, non, le Navani, tome elle est était Forgelienne. centré sur... C'est Will Shaper, c'est Venli. C'est Venli, merci. Ouais. C'était Ah Venli. oui, c'est. Les façonneurs, c'est ça. Les Mais façonneurs. attends, il y a quand même un moment où on parle beaucoup des cryptiques et... Oui, Pas oui, bien encore. sûr, mais en fait, il y a un accent porté dans chaque livre sur tel Et ordre, voilà. etc. Et ça va Il est cycler en fait polarisé, sur mais il la n'y a pas que totalité. ça. Ouais. Ok. D'accord. Il y Alors, aura ce qu'on bien a oublié de il y aura préciser bien un tout tome à l'heure sur le... Tu disais grande chose? J'ai pas entendu, excuse-moi. Alors, il y aura bien un tome sur Jasna pour te rassurer. Mais c'est le tome 10. Ouais, Jasna, il la met de côté aussi. Ça va arriver. T'inquiète pas. Alors, je vous annonce, j'ai le tableau sous les yeux. Tome 6, ça va être sur Lift, les flashbacks. Donc les danses Ça, c'est susceptible de changer. Hein. Tome 7, c'est Renarin. les Ok. véristigateurs. Tome 8, c'est Shalash, donc une des héros. Ah oui. c'est Ouais. vrai. Tome 9, c'est Talenel, le deuxième. Ok. C'est déjà. Et enfin, Et tome t'as- 10, c'est Jasna. Ah oui. Ah bah Mais le voilà. pas tout ça. C'est dans 15 ans, Max. Ouais, je sais que c'est dans longtemps, mais je me doutais bien qu'elle allait être centrale à un moment donné. Et non seulement elle va être centrale, mais elle va mettre fin à tout ça. Et ce qu'on a oublié de préciser sur l'année 2025, même si pour l'instant c'est entre guillemets, mais en principe il y aura une nouvelle de la même manière qu'il y avait une nouvelle entre les tomes 2 et 3 et 3 et 4. Donc la nouvelle, ça serait sur les manches-cornes. Sur Rock, en fait. Rock, ouais, Le personnage de Rock. Et on va sans doute découvrir qu'est-ce qui lui arrive quand il rentre chez lui après avoir tué Amaram. J'adore ce même. C'est fantastique. Génial. Ah, c'est. Ah ouais. Ouais, c'est ça qui, Kaladin, c'est ça qui m'a insupporté, c'est ce côté. Déjà, à quel moment, pourquoi se dire qu'il faudrait sauver tout le monde, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette posture christique à la con? Et puis, ah ça va pas, j'arrive pas à les sauver, j'arrive pas à les sauver. Puis il y a un moment où il se dit, ah bah bon bah je peux pas les sauver tous, bon bah je vais faire ce que je peux, c'est pas bien grave. Et hop voilà, ça va mieux. Hey, Oui, franchement, mais c'est faiblard quoi. C'est faiblard. C'est le Mais fait. quelque part, c'est Oh, intéressant parce que ça permet de parler un peu des maladies mentales. On le voit aussi avec Shallan, mais Oui. ça permet de parler des maladies mentales dans un livre de fantasy, c'est pas courant. La et dépression. c'est très intéressant. Et qu'il suffit pas de ah ça y est c'est bon je suis guéri c'est bon tout va bien je Totalement. suis devenu un héros Alors, c'est je pense parti. que c'est une vraie maladie et des vrais trucs. Il C'est rouge très intéressant. souvent. La dépendance à la drogue avec Theft.
Ah oui, c'est vrai. Il pense à la drogue. Oui, c'est vrai. Mais j'ai trouvé que c'était mieux mené pour Shallan que pour Kaladin, alors disons-le plutôt comme Oui. ça. C'est ça. Mais Mais Kaladin, c'est pas fini non plus. Hein. Anderson. Ah non, mais Non. Kaladin, c'est fini là. Je pense que c'est bon. Ça y est. Bah, il reste Non. le niveau 5. C'est quoi le niveau 5? C'est Super Saiyan 5? C'est Super comme Saiyan ça. 5. C'est Je le pense que c'est 5. pas fini tant que Crochard est pas fini. Voilà. Ouais, il y a moyen. Il y a un passage, alors je pense pas que beaucoup d'entre vous aient lu l'ensoleillé, le SP4. Non, pas Non. encore. Si. Pas de spoil. Non. Il y a un passage magnifique où le héros de SP4 pense à un de ses camarades. Il croit voir un de ses camarades Ah oui. de Rochard. C'est fantastique, j'en ai des frissons. Bon, faut que je Ouais. lise. Bon, le- Ah aller ouais, plus loin. c'était bien. Ah, Oui, très Camille, ça me émouvant, fait plaisir de t'entendre confirmer, mais c'est J'avais eu un comme espoir. voilà. Bon, bah, Mais franchement, même si c'est- vous pouvez le lire. SP4, bon, c'est un peu particulier parce que ça fait un peu futuriste. C'est un peu à la limite de la science-fiction. On a donc le personnage, le héros est un personnage de Stormlight Archive, des archives de Rochard. C'est pas un des personnages principaux. Mais on peut trouver assez facilement sans tricher, n'est-ce pas Camille? Qui sait? Oui. Oui. Très rapidement. Dans les 100 premières pages, en gros, il y a plein d'indices. Voilà. Et après, il donne son nom au milieu du bouquin, donc il y a plus de doute à avoir. Mhm. Et donc, c'est très, très agréable. Mais par contre, effectivement, c'est bourré de références, quoi. Bourré de références sur, à la fois sur Scadrial, sur Naltis, sur Rochard. Mais je trouve que Ouais. justement, cette œuvre-là, par rapport aux autres SP, se rapproche plus du style d'écriture de Brandon Sanderson dans le Cosmere. C'est pour ça que j'ai peut-être plus apprécié. Ouais, Bah, effectivement. il a dit lui-même qu'il l'avait fait pour ses fans, celui-là, contrairement Oui, aux autres. celui-là, ouais. Ouais. L'assassin était vêtu de blanc. Ah oui, d'accord. Ça spoil là. Oui, mais en même temps, on est spoiler sur la totalité de l'œuvre. Alors c'est vrai que bon, moi qui n'ai pas lu les SP là, du coup, je peux me faire spoiler. Mais ça trop se laisse au On final. va faire Ah, ben attention. voilà. C'est la phrase à laquelle je pensais. Ouais. Première phrase de Les Archives de Rochard. Première phase après les 3 prologues. Non, j'exagère, c'est le deuxième prologue. Le prologue. Je trouve que pour une première phase de roman, elle est plutôt pas mal. Ah bah, clair. elle est légendaire, hein, quelque Ouais, part. ouais. Ouais. Ouais, bah, celle ça- du tome 5 est quand même. Enfin, le dernier tome là qui va sortir, elle est quand même très intéressante aussi. Parce que le prologue est sorti il y a quand même 1 an, parce que je l'ai lu sur Gavilard il y a un Ouais. moment, et c'est plein de révélations, quoi. Oui, en Ouais. fait, d'ailleurs, ça fait tellement longtemps que dans ma tête, c'était le prologue du tome 4, en fait. Mais non, c'est celui du tome 5 qu'on a lu, effectivement. Non, ouais. J'ai encore un peu de mal à situer Gavilard. Moi, je comprends pas trop comment il a acquis la connaissance qu'il avait un peu avant tout le monde d'un certain nombre de Lis le sujets. prologue. Justement, le prologue va t'aider. Ouais. Ok. Bon, bah, je vais le lire alors. Merci. Ouais. Je ne sais pas si on a fait le tour des sujets, si quelqu'un a des choses à rajouter, mais il est 22h50 et c'est pas un mauvais score pour un live chez nous là. Ah ouais, on a Je pensais que ce serait plus long. Ouais. Mais non, mais c'est bien d'avoir fait un live comme ça assez général parce qu'on rentre, enfin, ça va permettre aussi aux gens de nous revoir en replay sur YouTube de manière à un peu entrer dans cet univers et puis après on prendra le temps éventuellement de faire des lives un peu plus spécifiques sur Rochard ou sur Mistborn, etc. Voilà, en fonction de ce que les gens ont envie de voir et de ce dont ils ont envie de parler. On entrera plus dans les détails. Voilà. Pour résumer, Brandon, c'est bon, mangez-en. Oui, tout à fait. Voilà. Comme dans le cochon, tout est bon. Ouais. J'ai bien compris quand même que un certain nombre d'entre vous recommandaient un peu moins White Sand que le reste peut-être. Ou... Moi, je l'ai lu, j'ai bien aimé. Le C'est seul différent. Le problème, dans le BD, ce que moi j'ai trouvé très gênant, c'est que ça change de dessinateur 2 fois dans la série. Ah, Et c'est assez chiant parce que le premier est très beau, très chouette, et après c'est de pire en pire. ouais, ça, c'est Et embêtant. moi, ça m'a presque un peu coupé, mais c'est intéressant, et c'est intéressant pour connaître le personnage de Chris là par contre.
Ouais, c'est sûr. Même si, bon, on la voit pas trop souvent. Enfin, c'est pas grave en soi. Non, c'est pas grave du tout, mais c'est chouette. Non, un Oui, peu oui, bien. Ça mais par pris. contre, c'est sûr que c'est chouette quand on arrive à voir tous les crossovers. Ce même là aussi, il est assez drôle. Aïe, aïe, Ah aïe. bah C'est c'est. Ouais. Tellement il y a des milliers et des milliers de mèmes. Et donc, il y a ce même que j'ai pas retrouvé, que j'ai pas eu le temps de faire moi-même cet après-midi. C'est sur l'histoire de Harry Potter, dans Harry Potter 1, avec le cousin de Harry qui a 36 cadeaux et qui râle parce que l'année précédente, il en avait 37. Et d'accord, on remplace Dudley par les fans du oui. Cosmer et son père par Brandon qui explique oui mais l'an prochain vous aurez Sunlight 5, c'est un gros bouquin, etc. Non, on a eu 5 bouquins l'an dernier, on en veut 6 l'an prochain. Ah ouais. Ouais, j'étais tombé dessus, c'était très drôle. Ah oui, c'est ça. Faut pas qu'ils nous habituent trop à en sortir autant que ça. Hein. Et voilà. C'est sûr que quand tu compares à Rothfuss ou à George R.R. Martin, dont on attend le tome 6 de Game of Thrones depuis des plombes, quoi. Oh là là, c'est vrai que c'est là-dessus, Sanderson, bon, on en a plus pour... Mais le pire, c'est qu'en fait, il écrit pas tant de mots que ça par jour. Mais le truc, c'est Mais qu'il il est constant. il est constant, il est efficace, et ça lui arrive assez peu fréquemment par rapport à Martin, par exemple, de supprimer. C'est très bon. C'est très bon. Il lui arrive très rarement d'effacer un chapitre et de recommencer, en fait. C'est ça le truc. Ouais. Alors qu'on sait que Martin, en fait, il a écrit les Vents de l'hiver, il les a déjà écrits, je sais pas moi, une dizaine de fois, mais il recommence tout le temps. Donc, Ou alors il a arrêté d'écrire et il ose pas le dire, tu vois. Après, c'est Rothfuss qui l'a dit. C'est Rothfuss qui le dit qu'il a arrêté. Oui, mais la dépression, c'est pas facile. Ouais. Caladine, c'est quelque chose. Et il a le temps de faire ça et aussi de gérer sa chaîne YouTube parce que j'avais vu à des moments donnés qu'il postait des vidéos pour apprendre aux gens à bien écrire comme un auteur, on va dire. Ouais, avec des vidéos de 1 heure et tout. J'étais là, ouais, faudrait trop que je regarde parce que c'est intéressant. Je pose des questions sur le style d'écriture des auteurs. En fait, il est professeur à l'université, professeur d'écriture. Ah, d'accord, ok, moi je savais pas. C'est ça le métier Sanderson ? Entre autres. Mais c'est pour ça qu'il y a un petit côté mécanique et scolaire à son écriture. Peut-être. Mais il donne des cours dans l'université où il a lui-même reçu un diplôme quand il était plus jeune, un diplôme d'écriture. Le cours est assez couru. Bien, ce que j'ai bien compris, c'est pour y assister dans la salle, c'est pas facile. Il donne toujours des cours. Il donne toujours des cours, il est toujours professeur. Oui, alors qu'il n'en a pas besoin, donc ça donne quand même une personnalité qui continue à avoir envie de transmettre parce que il pourrait s'arrêter de donner des cours. Hein. C'est quelqu'un qui aime écrire et aime Quand ça se voit dans ses échanges. C'est comme ça qu'il se construit et qu'il est mieux. Impossible de tout à l'heure, ça. Alors s'il y a encore des gens de fin de soirée. S'il y a des gens qui sont toujours là sans connaître les bouquins, quoi, c'est complètement incompréhensible, mais nous on est tous en train de rigoler là. Ah mais là on est dans le mode spoiler, donc du coup je mets des mèmes qu'il faut... Ouais, mais t'as raison. Hein, mais... parce que ça va trop loin là. Clairement. Bon. Allez, est-ce que vous savez qu'il y avait un YouPorn version Brandon Sanderson avec des images de gens, de mains qui bougent et qui font des manipulations. C'est vrai. C'est fantastique. Mais n'importe quoi. Putain, il y a vraiment des gens qui ont que ça à foutre. Ah oui, c'est vrai. Et puis il y a Lift en plus, c'est vrai. Ah, ça c'est un sacré personnage, Lift. J'aime beaucoup ce personnage. J'ai hâte de voir son tome, elle. C'est clair. Ah, elle est géniale, Lift. Practically Belch, c'est quoi Belch là dans le contexte? Vomit les arcs-en-ciel. Ah. Oui, d'accord, ok. Oui, non, c'est pas mal. Il y a un personnage qui est fantastique dans Yumi, c'est Design.
Alors, je sais pas en français je sais plus comment on l'appelle en français. La sprint de Hoyd, qui est excellente. Symbole. Ah, il est génial. Oui. Dans Yumi, là, elle est trop complètement drôle. décalé. Spoiler, je l'ai pas vu ça. C'est pas trop un spoiler, on le voit dans le premier chapitre. Non, Il pas de explique ce souci. qui s'est passé. On voit dans le premier chapitre. De Yumi. Faut En que je fait, de relise le Yumi, premier chapitre. Faut que je relise le premier dans les chapitre. premiers chapitres de Yumi, Hoyd il explique bonjour, je suis devenu un Faut que je- Porte-manteau. porte-manteau et mon Soren est là. Et il parle au genre de. Ah, ça, c'est un sujet intéressant dans les Secret Project. Dans Yumi, le narrateur, enfin Hoyd, il parle clairement au genre de Rochard. Oui. Alors, et dans Il y a un vocabulaire Test, de je me Rocharien. souviens plus, mais il parle pas forcément à des gens en particulier, mais. Ça se passe longtemps après, Hmm. Yumi. Pardon, excuse-moi, Gancho. Hmm. Qu'est-ce que Non, tu non. disais? J'ai pas entendu. Non, Je- rien, bah. Je demandais, moi, si Yumi, dont vous parlez, ça se passe longtemps après Rochard, c'est sur la timeline que ça se situe comment? C'est après, Dans je le crois. futur, comme l'ensoleillé et Tress, en fait. Ouais. Parce Ok. qu'il a les cheveux Moins blancs. dans le futur que l'ensoleillé, je pense. Je pose L'ensoleillé la est clairement question. beaucoup plus loin. Je pose la question parce que quand même, Hoyd, à la fin du tome 4 Oui. de Rochard, il est mal. Ouais, les rimes des bricoles, quand Ouais. même. Et Développé justement, ce par, qui lui arrive dans Yumi, Maxence, c'est une tu me conséquence rappelles, de ça, Max, tu verras. Ok. Ah oui, d'accord. Le sujet était excellent. Ouais, c'est Il incroyable. est tragique, mais il est excellent, quoi. Non, c'est pas tragique, c'est beau. C'est rigolo. Moi, j'ai bien aimé que justement que pour une fois dans des bouquins, il n'y avait pas le couple Oui. destiné dès le début. Tu c'est l'héros, c'est l'héroïne, c'est bon, ils vont finir ensemble. Non. Mais Ouais. la scène où ils affrontent ensemble la tempête dans Dans le tome les 2, caves, dans le dans la livre des goutte, radieux, ouais. justement. Ouais. dans le livre des radieux, elle est très 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 belle, quoi. Incroyable. Quand ils se racontent leur histoire, avec Aladdin qui lui dit juste de dire qu'il a tué son frère, quoi. La voleuse de chaussures. Ouais, mais on préfère Adeline quand même. En tout cas, moi, je préfère Adeline. Je trouve qu'elle fait un meilleur couple avec Adeline. Ah oui. Bah, dans les fanfictions, il y a beaucoup de gens qui rêvent d'un trouble Adeline, Kaladin et J'ai un Shannon. mème. J'ai mis un mème. Ouais. J'ai envoyé un C'est vrai. mème sur ça. Moi, je trouve qu'Adeline est un personnage plus profond et plus intéressant que Kaladin en vrai. Oui, puis il Je trouve attire vers le aussi. haut aussi, parce que je pense que Exactement. aussi on a Et mis il tire vers le haut tout le monde, en fait. Tout le monde. Que ce Ouais, soit mais là, son si tu mets frère. Kaladin et que- Shannon ensemble, c'est bon, ils se tirent tous les deux vers le bas. Hein. C'est deux personnes avec des maladies mentales, effectivement. Oui. C'est clair. Alors qu'Adeline, il a l'air d'aller bien. Mais il est impressionnant, ce gars, c'est Il est incroyable. ouf. Ouais, Ah ouais. c'est le seul gars qui finalement est normal par rapport à tout le monde autour de lui, C'est déjà vrai, radieux, et sa et lui il a famille. juste une lame d'éclat, une sharp blade, Et, Même sa belle-mère se dé- et il est dépassé par tout le monde en fait, et il pourrait, normalement un personnage de ce style-là serait jaloux, etc. Et Ouais. en fait lui c'est le seul qui est équilibré mentalement. Il est tellement humble, tellement. Oui, c'est donc, vraiment l'honneur. meilleur perso du truc. Sa seule Il est faiblesse, bien en c'est aide les à belles fringues. Kaladin quand il détecte que Kaladin va pas bien, etc. Au début du tome 4, quoi. C'est vrai. Et en Oui. plus, il est fait un psychologue. Il le prend sous son aile, il l'emmène sortir, etc. C'est fantastique. On le veut dans la vraie vie. Ouais. Ouais. Adeline, l'ami qu'il vous faut. Un peu ça, ouais. C'est exactement ça. Cool. Bon, alors, a-t-on fait le tour de cette entrée en matière du Cosmer version 2023 il me semble, je ne sais pas pourquoi tu dis Razak, tu dis pauvre Vérine. Vérin, oui. Non, Vérine. Oui, pour le coup, Vérine. Stop, Vérine. Congratulations, you're being excused. Allez, bon bah c'est parfait, on va se quitter là-dessus. C'était Vorin, oui, ça. Oui, d'accord. Vorin. C'était bien sympa de passer cette soirée avec vous à parler de Sanderson. On aura encore plein de choses à dire sur lui. Merci au chat aussi. On a été quand même une vingtaine et puis
je suis sûr qu'on sera beaucoup regardé sur YouTube. On salue les gens qui nous regarderont sur YouTube dans le futur. Et puis on vous fera d'autres émissions. Je vous rappelle encore une fois l'excellent site de Gancho, cosmer.fr tout simplement. Hein. Il a acheté le nom de domaine qui va bien. Voilà. Si quelqu'un veut acheter siteoverse.fr, lâchez-vous. Il faut le faire maintenant. Et ben écoutez, je ne sais pas quand on se retrouve pour un prochain live, mais Ça fait mal de mais à mon avis, ce sera après les fêtes. Donc, on vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis, à demain, si vous le voulez bien. Enfin, pas demain, hein, mais plus tard. Merci à tous, bonne soirée. Salut tout le monde. Bye bye. Merci. Bye bye. Passez une bonne soirée. Merci pour la soirée.